Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce midi de la biomasse sous format virtuel destiné à la thématique des extractifs forestiers et surtout les opportunités que ça représente en Wallonie. Nous sommes actuellement la moitié des participants qui sont déjà connectés au webinaire, donc nous allons encore attendre 1 ou 2 minutes afin de laisser le temps à tout le monde de se connecter et nous commencerons à 13 heures tapantes. Merci. Voilà, bienvenue à ceux qui nous rejoignent actuellement. Comme je le disais précédemment, bienvenue à cette forme virtuelle de nos midis de la biomasse, consacrée cette fois-ci à la thématique des extractibles forestiers et surtout des opportunités possibles en Wallonie. Alors, au programme de ce midi virtuel, on commencera par aborder la thématique des extractibles forestiers et la chimie du bois au sens large, donc comprendre qu'est-ce que c'est et quelles sont les opportunités en termes de chimie du bois qui nous semblent pertinentes ici en Wallonie, avec par la suite évidemment un focus particulier sur les extractibles forestiers, en particulier sur l'approvisionnement en matières premières, une estimation des gisements théoriques de ces matières premières et des premières barrières à lever que nous avons pu identifier dans nos actions que nous menons ici chez Valbium pour le développement de cette filière en Wallonie. En seconde partie, nous aurons le plaisir d'avoir une intervention de Sébastien Cajot, qui est responsable du département extraction et de la plateforme de valorisation de la biomasse du centre de recherche Célabor. Ensuite viendra 15 minutes de questions-réponses concernant ces deux présentations. Et enfin, le mot de clôture de M. Emmanuel Defailly, le directeur général de l'Office économique wallon du bois. Concernant l'utilisation de cette plateforme webinaire, vous remarquez normalement sur la droite de votre écran que vous avez accès à différents onglets. Donc, si vous souhaitez discuter ou communiquer avec tous les participants, merci d'utiliser l'onglet chat. À la fin des présentations, vous aurez également la possibilité de répondre à quelques très courts sondages. Et enfin, pour tout ce qui est questions qui vous viennent pendant la présentation, merci de les écrire dans l'onglet questions. Nous reprendrons pendant la séance de questions-réponses les questions qui ont été écrites sous cet onglet. Voilà. Commençons maintenant avec le vif du sujet et la question volontairement accrocheuse qui apparaissait dans le titre de ce webinaire-là. La question, la chimie du bois, est-ce le nouvel or vert wallon? Alors, premier point d'éclaircissement, il faut être certain de bien comprendre qu'est-ce qu'on appelle chimie du bois. À l'inverse, en fait, de la filière bois traditionnelle qui s'intéresse aux matériaux bois pour ses caractéristiques mécaniques ou esthétiques, par exemple pour le bois d'œuvre, le bois de menuiserie, d'ébénisterie, la chimie du bois, elle, s'intéresse en fait aux constituants du bois et les propriétés et les constituants chimiques de celui-ci. Donc, principalement, dans le bois en lui-même, d'un point de vue chimique, on retrouve deux grosses catégories. La première catégorie qui compose la majorité des composants du bois, ce qu'on appelle les composants structuraux, donc la cellulose, les hémicelluloses et les lignines, qui sont vraiment les briques et le ciment en fait du matériau bois. Et une seconde catégorie de constituants, parmi lesquels on retrouve les extractibles, qui nous occuperont aujourd'hui, mais également les minéraux, etc. Donc tout ce qui ne fait pas partie de ces constituants structuraux que sont cellulose, hémicellulose et lignine. Alors la chimie du bois, en termes de principaux volumes impliqués, on va dire à l'échelle mondiale, elle se focalise principalement sur ces constituants structuraux, donc cellulose, hémicellulose, lignine. L'objectif des industries de la chimie du bois, c'est de décomposer ce matériau bois-là
en différentes molécules, pousser plus ou moins loin la déconstruction pour accéder à certaines molécules, voire même arriver à ce qu'on appelle des molécules plateformes, qui sont des molécules intermédiaires qu'on va transformer pour arriver à d'autres molécules désirées. Vous avez un exemple dans les tableaux présentés ici d'une liste non exhaustive de toutes les molécules qu'on peut obtenir au départ, donc des celluloses, hémicelluloses et lignine, mais évidemment ce type de chimie du bois implique là ici de déconstruire le matériau bois jusqu'à l'échelle moléculaire. Alors la chimie du bois, ce n'est pas neuf, ça existe depuis des années, voire même des dizaines d'années. En fait, dans le secteur forêt-bois, les premiers chimistes du bois, ce sont les papetiers, en particulier les usines de pâte à papier de type chimique, qui vont décomposer, grâce à des réactions chimiques, le bois et pour aller en chercher les fibres de cellulose qui vont constituer la base justement des produits papetiers nécessaires. La chimie du bois, elle est développée, elle continue de se développer à différents stades, que ce soit au niveau de la recherche académique et de la recherche fondamentale, mais aussi des projets de recherche et développement et également des applications industrielles concrètes qui sont actuellement sur le marché et à des grandes échelles industrielles. Alors ça se passe un peu partout dans le monde, ça se passe en Asie, en Amérique du Nord, en Europe, c'est principalement en Europe du Nord, parce que historiquement les grands groupes papetiers sont situés là, mais également beaucoup plus proches de chez nous. Vous avez, comme par exemple la France, la Suisse ou l'Italie. Vous avez ici quelques exemples d'industries qui sont actifs à leur niveau dans la chimie du bois. Sur la droite, vous retrouvez en fait des gros groupes papetiers, hein, Beauregard, Sappi, Rayonner, Steinbeck, qui commencent à diversifier, qui ont commencé ou même qui sont actifs depuis plusieurs années dans une diversification de leur activité pour aller chercher de nouveaux produits et de nouvelles formes de valorisation via justement la chimie du bois. Alors ces acteurs-là, évidemment, sont principalement actifs sur ce qui est cellulose, hémicellulose, lignine, vu les quantités justement qui sont brassées par leur activité. D'autres exemples existent aussi, hein, je vous reprends ici principalement des exemples français, donc la start-up Bioli par exemple, qui utilise des procédés d'extraction enzymatique et qui s'intéresse aussi à la matière première bois pour aller chercher des molécules d'intérêt. Une entreprise bien connue aussi du secteur DRT, présente dans le sud-ouest voilà, présente dans le sud-ouest français. Des autres entreprises qui utilisent déjà directement des extractibles, par exemple l'exemple de la valorisation du pycnogénol. Et enfin, encore une fois, au niveau français, ce type de valorisation du bois sous sa forme chimique, donc la chimie du bois, est entre autres soutenu par différents programmes de l'ADEME. Et nous avons très proche de chez nous un projet de recherche, le projet Extraforest, mené en partenariat par l'INRAE, ex-INRA, et l'Université de Lorraine, justement pour identifier et quantifier les différents extractibles qu'on peut trouver dans la ressource forêt-bois de ces territoires-là. Alors, c'est très bien de se rendre compte que ça se développe ailleurs, mais la grande question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour développer la chimie du bois en Wallonie? Alors, en Wallonie, on a déjà la chance d'avoir des acteurs présents, des acteurs de qualité et qui disposent de solides compétences, que ce soit au niveau académique, au niveau des centres de recherche, mais également au niveau des industries. Et ça, on retrouve ça tant du côté de la filière bois que du côté des différents secteurs chimiques présents en Wallonie. On a également, en plus de ces acteurs-là, des possibilités techniques et technologiques déjà présentes sur le territoire, que ce soit du développement à l'échelle labo, à l'échelle pilote ou à l'échelle industrielle, et des pistes de financement très intéressantes qui se présentent et qui continuent de se présenter, que ce soit du soutien à l'innovation au niveau régional, mais aussi et surtout des possibilités de financement au niveau européen, qui accorde justement une part importante au développement de cette économie dite biobasée dans laquelle la chimie du bois a toute sa place à prendre. Donc en résumé, on peut conclure qu'en Wallonie, on a un tissu d'accueil qui est très très favorable au développement de la chimie du bois. Encore faut-il savoir quel type de chimie du bois on va développer. Et là, justement, toute la question va être de pouvoir développer de manière harmonieuse cette filière chimie du bois en complémentarité des besoins d'un côté de la filière chimie et de l'autre de la filière forêt-bois. Alors ce sont quand même deux mondes qui se connaissent peu, très très peu même, qui communiquent peu, mais pour lesquels on peut trouver tout à fait des points d'accroche tout à fait pertinents au travers de la chimie du bois. Alors d'un côté, on a la filière forêt-bois wallonne, qui a de nombreux objectifs de survie, dont le premier qui est de devoir rester compétitive, et ça c'est très important pour sa survie en elle-même, mais également pour le développement d'une chimie du bois. Il ne faudrait pas que le développement de la chimie du bois amène à diminuer la compétitivité de la filière forêt-bois. Donc il ne faut pas que le développement d'un acteur, de plusieurs acteurs, se traduise par la disparition d'autres dans des filières déjà bien établies en Wallonie. C'est quand même une filière qui fait face à des questions de pression sur l'approvisionnement. C'est particulièrement présent pour tout ce qui est approvisionnement en bois feuillu,
un peu moins actuellement pour les approvisionnements résineux, en particulier avec la crise des scolites de l'épicéa qui a jeté sur le marché de très très grandes, voire trop grandes quantités d'épicéa, mais dans les faits, ça reste quand même une filière pour laquelle il y a une pression sur l'approvisionnement, et c'est également une filière qui, comme toutes les autres, cherche à se diversifier. Alors, gros avantage, c'est que cette industrie, en plus de ses produits finis, elle génère toute une série de coproduits, elle en valorise déjà certains, tandis que d'autres peuvent tout à fait trouver à se valoriser dans d'autres voies que nous aborderons par la suite. Et de l'autre côté, on a le secteur de la chimie, qui lui est vraiment à la recherche de produits et de molécules biobasées, parce qu'il y a une réelle demande, et ça, de nombreuses études de marché le portent, et des industriels sont déjà orientés dans cette voie-là, il y a une réelle demande des consommateurs pour des actifs, des ingrédients, des produits d'origine plus naturelle, ou en tout cas biobasés, et c'est pourquoi ce secteur de la chimie, avec un grand C, donc de manière très très large, s'intéresse au développement de la, comment dire, au développement de la chimie du végétal. Et parmi ces secteurs-là, on retrouve, voilà, excusez-moi, un petit problème de slide. Voilà. On retrouve des secteurs à très haute valeur ajoutée, comme le secteur cosmétique ou encore le secteur pharmaceutique, mais aussi des secteurs de chimie de plus grande quantité, comme par exemple le secteur colle et vernis, ou les fibres qu'on retrouve par exemple avec la production de nanocellulose ou autre. Alors, je distingue également dans ce secteur-là ce qu'on appelle chimie du bois, ce qui vous a été expliqué précédemment, avec ce qu'on appelle la chimie, ce qu'on pourrait appeler la chimie pour le bois. Donc, on a d'un côté la chimie du bois qui va chercher à valoriser les composants chimiques du bois en lui-même ou du matériau bois pour aller en chercher de nouveaux produits, mais d'un autre côté, est tout à fait compatible avec certains besoins des industries du bois. On a la chimie pour le bois qui cherche des alternatives biobasées à certains produits utilisés. Je pense par exemple au colle utilisé dans les panneaux de bois, que ce soit panneaux d'agglomérés ou panneaux MDF. La possibilité d'inclure dans ces procédés industriels l'utilisation de colle biobasée est très intéressante, et ça c'est une forme par exemple de chimie pour le bois, mais qui pourrait tout à fait être basée sur des molécules dérivées de chimie du bois. Alors, on a ces deux secteurs-là avec leurs besoins, leurs attentes et leurs spécificités. Et au niveau de la rencontre de ces deux secteurs-là, qui pourrait se faire au niveau de la chimie du bois, il faut être attentif à plusieurs points. On remarque, d'après ce que j'ai pu expliquer précédemment, qu'il est vraiment très important, en développant une filière chimie du bois ou de nouvelles industries de la chimie du bois en Wallonie, de ne pas amener une pression supplémentaire sur l'approvisionnement de la filière du bois existante pour éviter justement que l'apparition de nouveaux acteurs se traduise par la disparition d'autres déjà existants. Dans l'idéal, cette chimie du bois devrait pouvoir s'insérer comme une boucle de valorisation complémentaire, c'est-à-dire les cœurs de métier des acteurs de la filière bois et industrie du bois déjà en place continueraient à exercer leur cœur de métier, mais on viendrait rajouter des boucles de valorisation complémentaires à ces procédés-là pour aller en chercher au travers la chimie du bois une valeur ajoutée. Alors ça semble évident, mais évidemment le développement de cette chimie du bois-là devrait viser la meilleure valeur ajoutée selon les possibilités, que ce soit techniques, économiques ou de marché accessibles qui sont offertes. Et dans l'idéal, pour éviter justement cette déstructuration de la filière et cette pression supplémentaire sur l'approvisionnement, il faudrait pouvoir valoriser des flux de matière qui sont actuellement peu ou fort mal valorisés. Et c'est comme ça qu'au travers des actions que nous menons ici chez Valbiome sur le développement de cette filière-là, on en est arrivé à la conclusion qu'une filière particulièrement intéressante à promouvoir et à chercher à développer était la filière de l'extraction. Une extraction qui se baserait en termes de matières premières sur des connexes de l'industrie du bois. Donc ces connexes, pas n'importe quel connexe, mais bien les connexes les moins bien valorisés actuellement, et qui, dans le meilleur des cas, maintiendraient une partie de la valeur ajoutée au sein de la filière bois. Donc c'est très important pour nous que la filière bois soit intégrée dans ces réflexions de filière et ce développement de filière au niveau de l'extraction, pour éviter en fait que cette filière de l'industrie du bois voit s'échapper toute la valeur ajoutée uniquement vers le secteur de la chimie, mais puisse aussi, elle aussi, en profiter. Alors, pourquoi est-ce qu'on se situe au niveau des extractibles? Parce qu'on va viser du coup des marchés avec des plus petits volumes, mais avec des plus fortes valeurs ajoutées. Vous voyez ici des exemples particulièrement prometteurs sur la droite de la courbe, mais ça, ce sont vraiment les exemples, on va dire, idéaux à mettre en place. Donc, très fort prix selon le volume et un faible volume de marché. À l'inverse, à l'extrême gauche de la courbe, on retrouve les fibres cellulosiques, comme par exemple les pâtes à papier ou les panneaux de bois. Et ici, avec une filière extractible, on se situerait plutôt au milieu, entre les deux. Donc, des marchés de plus faible volume, mais avec quand même une plus forte valeur ajoutée que simplement l'utilisation de matériaux assez simples, comme les fibres cellulosiques.
Un exemple de différentes molécules et produits et surtout d'applications qu'on peut obtenir au départ d'extractibles. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que Sébastien Cajot a une présentation par la suite qui abordera quelques exemples plus concrets, mais voilà, vous avez un court aperçu de différents panels d'applications possibles de ces molécules, justement, et de ces extraits issus du matériau bois ou de connex. Alors, c'est très intéressant de se dire, voilà, on a une filière chimie du bois qui pourrait se développer via l'extraction basée idéalement sur des connexes, mais encore faut-il se poser la question de quelles ressources on va utiliser pour cette filière de l'extraction. On a souhaité, à travers les actions qu'on menait ici, vraiment se poser des questions de faisabilité, déjà en termes de disponibilité de la ressource, avant d'aller plus loin dans la détermination, qu'est-ce qu'on retrouve vraiment dans ces connexes-là en termes de molécules. Déjà, surtout se poser la question de savoir qu'est-ce qu'il était possible d'obtenir. Alors, quand on regarde les différentes ressources, on parle de filière forêt-bois au sens large, ben, on peut d'ores et déjà en exclure toute une partie. Se dire on va aller chercher des extractibles d'intérêt dans des grumes, ça nous semble un non-sens, vu que ces grumes-là sont déjà utilisées pour des usages plus nobles, sciage, tranchage, menuiserie, ébénisterie, etc. Donc même si on trouvait des extractibles particulièrement intéressants dans le duramen de chêne ou d'épicéa, ben ça nous semble beaucoup moins intéressant de tenter de développer une filière sur ce type de matière première-là, parce qu'il y a déjà un usage en fait de cette partie du bois-là. C'est la même chose en ce qui concerne certains connexes qui sont déjà valorisés, comme par exemple les plaquettes de scierie qui sont destinées à l'industrie papetière ou l'industrie du panneau, ou encore les sciures qui sont majoritairement, en tout cas pour les sciures de résineux, ici en Wallonie, valorisées en étant transformées sous forme de pellets. On pourrait se dire, pourquoi pas aller chercher de la matière première pour cette filière d'extraction directement aux forêts quand il y a des opérations d'exploitation, en récupérant les houppiers, les branches, voire même les feuilles et les aiguilles de certaines essences qui pourraient contenir des extraits d'intérêt. Ça semble une bonne idée, c'est très prometteur quand on regarde à l'échelle laboratoire avec quelques centaines de grammes ou quelques kilos d'échantillons pour lesquels on ne compte pas le coût de récolte. Mais quand on réfléchit à une mise en place, à un scaling up à plus grande échelle de ce type de filière-là, on se rend compte que c'est une mobilisation qui apparaîtrait excessivement complexe et coûteuse, très difficile à rendre viable économiquement, et aussi se pose, parmi d'autres, la question du retour au sol de certains de ces éléments-là que nous n'aurons pas intérêt à faire sortir du milieu forestier, justement pour éviter des problèmes d'appauvrissement du sol. Ce qui nous reste, en fait, un type de connexe assez intéressant parce que très peu ou très mal valorisé actuellement, que sont les écorces et les nœuds. Heureusement, ces écorces et ces nœuds-là, ils sont générés par toutes les industries qui transforment du bois rond. Donc du bois rond, des grumes ou des rondins, elles vont générer des écorces et des nœuds. Et actuellement, la valorisation de ces écorces et ces nœuds-là est très porteuse d'une très faible valeur ajoutée. C'est soit valorisé sous forme d'énergie, par exemple pour les écorces dans des chaudières adaptées, pour les nœuds dans des chaudières biomasse, ou alors valorisé sous forme de paillage. Et ça, c'est l'exemple des écorces qu'on peut retrouver sous forme de sacs dans les magasins de bricolage et les jardineries. Alors, heureusement pour nous, dans ces nœuds et ces écorces-là, on peut se baser sur une littérature abondante qui confirme bien la présence des extraits dans ce type de connexe-là, mais aussi l'intérêt de ces extraits-là, en particulier en termes des propriétés qu'on va retrouver dans ces extraits présents dans ce type de matière première-là. Autre gros avantage, la littérature le confirme à travers différentes études, que nous avons une teneur en extrait qui est souvent plus élevée dans les nœuds et dans les écorces que dans le bois de l'essence dans laquelle on va aller chercher ces extraits-là. Et on peut se baser sur des retours d'expérience de projets de recherche ou de projets de recherche et développement qui ont eu lieu par le passé ou des projets qui sont actuellement en cours. Je pense encore une fois au projet de nos amis français d'Extraforest qui travaillent justement sur des extractibles, entre autres, issus des écorces et des nœuds. Alors, un focus sur les écorces en particulier. Il faut savoir que les écorces sont générées, comme j'ai pu le dire, par toutes les industries qui vont travailler du bois rond, et ça inclut en Wallonie les principaux acteurs que sont les scieries, les usines de pâtes et les usines de panneaux qui toutes, avant de faire rentrer le bois dans leurs procédés, que ce soit les procédés de sciage ou les procédés de mise en pâte ou de défibrage pour la production de pâtes ou de panneaux, toutes ces industries-là écorcent systématiquement en début de procédé les bois qu'ils vont utiliser par la suite, simplement parce que l'écorce est soit indésirable dans le produit fini ou peut créer des problèmes dans ce produit fini-là, ou par exemple dans le cas des scieries, user prématurément les lames de scierie, car c'est principalement dans les écorces qu'on trouve un fort pourcentage de matière minérale. Alors,
pour pouvoir identifier le potentiel en écorce, eh bien, on va croiser par la suite les volumes transformés en Wallonie avec des taux volumiques d'écorce qu'on retrouve dans la littérature, essence par essence. Donc, vous voyez ici dans le tableau présent sur la droite qu'on a des taux d'écorce en termes volumiques, en parlant en termes de volume, qui vont de 5 à plus de 20% selon les essences qui peuvent être transformées. Donc ça va nous permettre d'approcher justement un gisement théorique d'écorce tel que ce sera présenté juste dans la suite de la présentation. En ce qui concerne les nœuds, eh bien, il y a quelques industries qui génèrent des nœuds, et ce sont principalement soit les industries ou la production de produits qui visent plutôt à éviter que ces nœuds se retrouvent dans le produit fini. Donc, par exemple, celles qui vont faire des purges, par exemple le bois abouté, dans lequel on va purger les nœuds, ou d'autres industries qui, par des procédés de criblage, vont exclure à un moment ou à un autre de leur transformation le nœud de leur procédé. Je pense par exemple aux usines de panneaux qui produisent des nœuds à partir de rondins. Eh bien, après le broyage de ces rondins-là, il y a un criblage des plaquettes produites, et les plus grosses plaquettes, celles qui contiennent les nœuds, sont exclues lors du criblage de ce procédé. Les autres acteurs, comme par exemple les acteurs papetiers, et le procédé de production de pâte à papier de type Kraft, donc de type chimique, ici les nœuds suivent le procédé de production, donc elles passent avec les autres copeaux, mais à la fin du processus de mise en pâte, les nœuds n'ont pas été dissous comme le reste du bois et donc sont évacués du procédé. Encore une fois, ici, on retrouve dans ce type de connexe-là un taux d'extractif particulièrement intéressant par rapport à ce qu'on peut retrouver dans le bois de la même essence. Vous voyez dans le tableau présenté en dessous, issu des résultats d'une recherche menée par nos voisins français, avec pour la majorité des essences présentées, un taux d'extractif plus important dans le nœud que dans le duramen de l'essence considérée. Alors, parfait, on sait que les écorces sont générées par nos industries présentes en Wallonie, la même chose pour les nœuds, mais on peut se demander, on sait qu'elles sont générées, on sait qu'il y a des extractibles d'intérêt basés sur la littérature, on sait qu'il est possible d'aller chercher ces extractibles grâce à différents procédés qui sont eux aussi présents dans la littérature et que Sébastien Cajot vous présentera entre autres par la suite. La grande question pour se poser la question de la viabilité d'une filière basée sur ce type de matières premières-là, donc d'une filière de l'extraction basée sur la valorisation des extraits et des nœuds, c'est se poser la question du gisement et de la ressource en matières premières. Est-ce que nous avons suffisamment, est-ce que c'est suffisamment disponible pour approvisionner sur le long terme une filière basée sur ce type de matières premières? Alors, commençons par les écorces. Donc, quelles sont les sources d'écorces en Wallonie? Eh bien, sans surprise, comme ces écorces sont générées par les industries qui transforment le bois rond, eh bien, c'est évidemment les principaux types d'essences transformées en Wallonie qui vont générer le plus d'écorces. Alors, je le rappelle encore une fois, ces écorces peuvent être générées par les scieries et par tout ce qu'on peut appeler l'industrie de la première transformation du bois, même si, sensu stricto, les usines de panneaux et les usines de pâte ne sont pas forcément considérées comme de la première transformation, mais prenons ici en fait en compte toutes les industries qui vont travailler à partir de bois rond ou de rondins. Dans les chiffres suivants, ça va inclure les scieries, les usines de panneaux. En fait, en Wallonie, nous avons une usine de panneaux qui travaille au départ de rondins et qui produit du panneau MDF, et également une usine de pâte de type Kraft qui produit donc de la pâte chimique selon le procédé Kraft. Alors, j'avais eu l'occasion de vous présenter précédemment les taux volumiques d'écorce qu'on retrouve dans différentes essences. Si on croise ça avec les principales essences transformées en Wallonie, et en particulier les principales essences sciées ou transformées en panneaux ou en papier, grâce à des données gracieusement fournies par Haute Infobois et l'Office économique wallon du bois, avec des données pour les scieries qui datent de 2017 et pour les autres sources de données qui datent de 2019, on peut croiser les informations de volume transformé avec un volume de bois rond transformé en entrant dans le processus, avec un volume théorique d'écorce générée, et tout ça nous permet d'obtenir du coup un volume théorique total qui serait théoriquement, j'insiste sur le terme théorique parce que nous n'avons pas encore eu l'occasion de valider ça sur le terrain, mais en tout cas une première estimation théorique du volume d'écorce produite pour chaque essence. Alors évidemment, c'est une première approche théorique, donc cette estimation part du principe qu'on récupère 100% de l'écorce. On sait bien que dans la réalité, il y a des pertes d'écorce en forêt, ou même au moment de l'écorçage, l'écorce n'est jamais à 100% enlevée de l'arbre, enlevée de la grume, pardon, mais partons ici du principe pour cette première approche que nous récupérons 100% de l'écorce. On ne tient pas compte non plus du foisonnement que peut représenter l'écorce une fois qu'elle est broyée, donc considérons ici que les mètres cubes d'écorce présentés dans le petit tableau et dans l'encart
rouge sont des mètres cubes d'écorce pleins. On se doute bien que dans la réalité, et ça impactera entre autres des questions de transport, on aura un foisonnement de cette matière première-là à ce niveau-là. Alors, sans surprise, eh bien, les principales essences transformées en Wallonie, qui sont actuellement l'épicéa et le Douglas, sont les principales sources d'écorce. D'une manière un petit peu plus visuelle, on voit sur ce tableau, sur le graphique présenté ici, que l'épicéa représente 3/4 en fait du potentiel théorique total d'écorce disponible en Wallonie au départ de ces industries-là. Il est suivi quand même d'assez loin par le Douglas, donc avec ces deux essences-là, on est à près de 90% du potentiel théorique total en écorce en Wallonie, généré par les industries, donc le sciage, la production de panneaux et la production de pâte à papier, et puis suit d'autres résineux et des feuillus tels que le chêne, le peuplier ou encore le hêtre, de manière qui peuvent paraître très marginales par rapport aux deux principales essences résineuses, donc épicéa et Douglas, mais qui pourront avoir leur intérêt aussi. On verra ça par la suite, c'est important de les prendre en compte. Donc on a une estimation on peut avoir une estimation théorique de cette quantité générée, mais encore faut-il pouvoir se poser la question et surtout apporter la réponse de où se situent ces écorces-là. Parce que là, on avait des chiffres à l'échelle de la Wallonie. Maintenant, c'était intéressant de pouvoir visualiser ces gisements-là, ou en tout cas ces principaux hubs de production d'écorce. Et nous avons réalisé l'exercice ici, justement, en croisant ces données-là. Ça nous a permis d'identifier 5 gisements, sans surprise, situés autour de regroupements d'industries de la première transformation du bois, scierie, production de panneaux ou production de pâte. Et avec ces 5 gisements-là, on englobe une part très importante du potentiel d'écorce. Nous allons les passer en revue un par un. Donc le premier gisement, celui que nous situons dans la région de Vielsam-Saint-Vith, représente à lui seul, et ça c'est la dernière phrase de cette slide-là, plus de 50% du potentiel théorique total en écorce. Donc sur les calculs réalisés précédemment, plus de la moitié est concentrée au sein de ce gisement, au sein des industries, en tout cas générées par les industries situées sur ce gisement numéro 1. Vous voyez les volumes qui sont présentés et ventilés en fonction des différentes écorces, et dans le pourcentage entre parenthèses et en plus petit, vous avez le pourcentage en fait correspondant au pourcent d'écorce de cette essence en particulier sur toute la Wallonie. Donc, par exemple, ce gisement 1 de Vielsam-Saint-Vith concentre à lui seul plus de 60% des écorces d'épicéa générées en Wallonie par les industries considérées. Un peu moins de 40% pour le Douglas, presque 60% pour le pin sylvestre et presque 50% pour le mélèze. Donc on a vraiment une grosse concentration tant en termes de volume qu'en termes de différenciation interspécifique, en termes de production d'écorce au sein de ce gisement. Ensuite, le second gisement, celui que nous localisons dans la région de Marchand-Famenne, est déjà beaucoup plus petit, moins de 20% du potentiel théorique total en écorce qui est situé, concentré dans ce gisement-là, avec encore une fois une prédominance des écorces d'épicéa, suivie des écorces de Douglas et de mélèze. Quand on passe au troisième gisement, celui de la région de Karlsbourg, on diminue encore les pourcentages. On voit que maintenant on est en dessous de 10% du potentiel théorique total, avec ici une particularité, c'est que ce gisement regroupe à lui seul presque un tiers en fait des écorces de Douglas générées. Alors, j'insiste, j'ai pu vous présenter la manière dont ont été calculés ces volumes en écorce. Il faut bien avoir en tête, et ça c'est vraiment important, que ce sont basés sur des données datant de 2017 et 2019. Donc toutes les réflexions sont basées sur les données-là qui étaient disponibles à ces moments-là. Ça ne veut pas dire qu'actuellement, à l'heure actuelle, 2020-2021, on soit encore dans ces mêmes proportions-là, justement dû au changement qu'il y a au niveau de l'offre et de la transformation d'épicéa due aux crises des scolites, mais c'est quand même intéressant de se rendre compte des spécificités qui distinguent justement ces différents gisements. Alors ici, dans les 3 premiers gisements qu'on a pu citer, c'était principalement focalisé, du fait de leur activité, sur une forme de production d'écorce d'épicéa, de Douglas et de mélèze. Pas une production en tant que telle, c'est évidemment bien un coproduit, mais on était toujours dans l'écorce de résineux. Dans les 2 gisements suivants, ça devient plus intéressant de regarder du point de vue du feuillu. Donc le 4e gisement, situé du côté de Virton, produirait aussi des écorces d'épicéa, mais ce qui est particulièrement intéressant, c'est qu'il concentre 2 tiers de la production d'écorces de hêtre du fait d'acteurs industriels présents sur ce territoire-là et qui travaillent le hêtre. Donc la particularité en fait de ce gisement 4, c'est de concentrer une très grande partie des écorces de hêtre produites sur le territoire wallon par les industries considérées. Et il est de la même chose avec une autre essence pour le dernier gisement, celui de Philippeville. Donc quand on regarde, ça part dans le potentiel théorique total en écorce, c'est très très légère, à peine 1,6%. Mais par contre, c'est très intéressant au niveau
du regroupement d'écorces de chêne et de peuplier, parce qu'on a respectivement 40% et un peu plus de 80% de ces écorces qui étaient générées, en tout cas au moment de l'étude, dans ce gisement-là. Donc c'est très intéressant de pouvoir se dire qu'avec ces 5 gisements, on a déjà regroupé une très grande partie du potentiel théorique total d'écorce en Wallonie. Ça, c'est la colonne de droite du graphique. Vous voyez la proportion ventilée par essence couverte par la totalité de ces 5 gisements-là. Donc on arrive à presque 90% du potentiel théorique total en écorce wallon qui se retrouve dans les 5 gisements que nous avons identifiés. La colonne du milieu vous montre la ventilation par essence. C'est aussi intéressant, par exemple, de se rendre compte que grâce à au travers de ces 5 gisements, en tout cas cette classification en 5 gisements, on a plus de 90% de la production d'écorce d'épicéa qui se retrouve au sein de ces 5 gisements une fois qu'on les a combinés. Alors, je ne l'ai pas précisé en début de présentation, mais les PowerPoints seront envoyés par mail, en tout cas pour la partie Valbiome, ça c'est sûr, pour la partie des autres intervenants, sous réserve de leur acceptation. Donc vous aurez la possibilité, évidemment, de récupérer cette présentation-là, ainsi que les informations qui vous sont diffusées actuellement. Alors, on est parti dans l'estimation de ces gisements-là sur l'identification de ces 5 principaux gisements qui regroupaient justement, qui généraient via leur activité des écorces, partant du principe que des écorces étant une matière de très faible valeur et très probablement, quand c'est stocké à l'extérieur ou en conteneur qui n'est pas couvert, qui contient une grande quantité d'eau, on est parti de l'hypothèse au début que c'était une matière première qui voyageait très très mal. Et donc, il était très important de pouvoir identifier ces gisements-là pour se dire si à un moment une unité d'extraction devait voir le jour à un endroit privilégié, ça serait intéressant de la placer à proximité des principaux gisements identifiés en fonction de l'essence qu'elle transformerait et des extraits qu'elle souhaiterait aller chercher. Mais par la suite de notre étude, on a pu remarquer qu'en fait, il existait d'autres acteurs qui étaient actifs dans une certaine forme de transformation d'écorce. Ce sont les entreprises qui en fait achètent des écorces auprès des scieries, des usines de panneaux, des usines de papier, et qui les ensachent pour les distribuer en grande distribution dans les magasins de bricolage pour en faire du paillage. Et étonnamment, quand on regarde la carte, en tout cas pour les unités présentes en Wallonie, donc qui sont représentées par les petits sacs en noir sur la carte présente ici, à l'exception de une à l'extrémité est qui elle est proche des gisements, on remarque que les deux autres sont étonnamment présentées de manière fort éloignée par rapport aux principales sources d'écorce auprès desquelles elles peuvent s'aprisonner. Or, c'est des entreprises qui continuent à fonctionner sans souci en s'approvisionnant. Donc, dans ce cas-ci, le transport des écorces ne semble pas être un problème pour ces industries-là, donc on pourra raisonnablement aussi envisager dans la suite de nos réflexions que les écorces sont une matière première qui peuvent être transportées sur une plus longue distance que ce qu'on pouvait imaginer en début d'étude, vu que des entreprises le font de manière rentable. Un autre élément très intéressant à prendre en compte, c'est que ces entreprises donc, qui produisent du paillage d'écorce, elles achètent les écorces en vrac et avant de les ensacher, elles vont les cribler pour définir différentes catégories. Et en criblant ces écorces-là, elles vont générer une fraction fine qui contient des écorces, mais aussi malheureusement d'autres impuretés. Et ces fractions fines, actuellement, elles sont souvent mélangées à du terreau pour produire du terreau en parallèle des écorces, mais ça pourrait être potentiellement une piste intéressante de valorisation, parce que quand on parle d'extraction, un des paramètres qui influence l'efficacité d'une extraction, c'est justement la granulométrie de la matière première. Donc ici, on pourrait, si c'est techniquement faisable et économiquement tenable, partir, pourquoi pas, d'une valorisation de la fraction fine de ces écorces-là, qui, par elle-même et par le processus déjà employé par ces industries-là, est de toute manière générée et très faiblement valorisée. Donc ça, c'est un autre élément intéressant que nous avons pu mettre en évidence au travers de cette étude-là. Alors, en ce qui concerne les nœuds, j'avais parlé de leur intérêt en début de présentation. Malheureusement, dans le cadre de l'étude et actuellement, nous n'avons pas eu la possibilité d'estimer, de précisément identifier et d'estimer le gisement de nœuds. Maintenant, on peut tout à fait s'attendre à ce que les gisements hypothétiques soient en fait les industries qui purgent ou qui excluent les nœuds dans leurs procédés. Donc là, on retrouve les usines de panneaux, comme les usines MDF, d'autres industries qui produisent du bois à lamelé collé ou des industries qui produisent du bois abouté, peut-être éventuellement des acteurs de la seconde transformation comme les menuiseries. Ça, rien n'est moins sûr, ça mériterait d'être creusé, en particulier pour vérifier si ces nœuds qui sont toujours générés quand on fait une purge, on sort le nœud, mais on sort aussi une fraction de bois, et donc on se retrouve très souvent avec la même quantité, voire plus de bois que de nœuds. Ça sera très intéressant de pouvoir répondre à la question de est-ce que c'est quand même faisable de monter quelque chose au départ de ces nœuds de la manière dans laquelle elles sont générées.
Alors, on a pu déjà approcher la question des gisements, évaluer un gisement théorique, hein, toute écorce confondue pour les principales essences transformées en Wallonie, on approchait près de 300 000 mètres cubes d'écorce générées. C'est parfait. On sait que dans ces différentes écorces-là, on a toute une série d'extraits, d'extractibles, de molécules d'intérêt qui sont présentes grâce à la littérature. Maintenant, on peut aussi se poser la question de quel marché cibler et surtout quelles contraintes à prendre en compte pour pouvoir destiner une combinaison matière première, procédé d'extraction et extrait en fonction des attentes et contraintes des marchés d'intérêt. Alors là, on a deux approches qui sont opposées. On peut soit décider de s'orienter vers des marchés dits de gros volume, donc grande quantité d'extraits et également grande quantité de matières premières qui rentrent dans le procédé d'extraction. Mais alors ici, on a la contrepartie qui est de viser des secteurs de faible valeur ajoutée. C'est ce qu'on va appeler la chimie de commodité. À l'inverse, si on vise des secteurs dits actifs dans la chimie fine, on parle ici de faible volume, tant d'extraits que de matières premières, mais alors avec une forte valeur ajoutée. Et là, on destine plutôt à des secteurs comme le pharmaceutique, le cosmétique, le nutraceutique ou d'autres secteurs à haute, voire très haute valeur ajoutée. Alors ça, évidemment, c'est ce que tout le monde souhaite. Quand on vise un projet, dire on va faire peu de valeur ajoutée ou on va faire beaucoup de valeur ajoutée, préférentiellement, on se porte vers des secteurs ou des débouchés à forte valeur ajoutée. Néanmoins, c'est très important, si on vise ces secteurs-là, de pouvoir, avant même le début d'un projet ou avant même la réflexion à ce niveau-là, se poser les questions des contraintes de ces marchés à haute valeur ajoutée. Parce que oui, c'est une haute valeur ajoutée, donc ça peut être très intéressant, mais il y a quand même des contraintes bien spécifiques à ces secteurs-là. Pensons pharmaceutique, cosmétique, nutraceutique, des contraintes auxquelles on est obligé de pouvoir répondre pour pouvoir accéder à ces marchés-là. Alors ici, dans le cadre de notre travail, on a fait une première approche de ces contraintes-là, donc c'est vraiment une approche non exhaustive, mais qui montre déjà certains freins. Le premier qui a été identifié, ce sont des exigences de traçabilité très très élevées de ces secteurs-là. Et la grande question, ce sera de se poser la question, enfin, ce sera de se poser le fait de savoir si ces exigences de traçabilité sont compatibles avec la traçabilité et les garanties d'origine et durabilité qui sont actuellement en place au sein de la filière bois. Donc on peut avoir des garanties de durabilité sur un bois et donc vraisemblablement sur une écorce, par exemple, si le bois est issu de forêts gérées selon les labels PEFC et FSC. Et au niveau de la traçabilité, ce qu'on a au niveau de la filière bois actuellement n'est pas forcément ce que demandent des secteurs à très haute valeur ajoutée, où il faudrait presque pouvoir identifier la parcelle, voire même l'arbre au sein de la parcelle. Donc à réfléchir et à continuer d'investiguer sur comment est-ce qu'on peut adapter ces exigences de traçabilité de ces secteurs à haute valeur ajoutée avec ce qui est actuellement mis en place au sein de la filière bois qui, elle, génère la matière première sous forme d'écorce ou de nœuds. La deuxième contrainte que nous avons identifiée, ce sont des contraintes de type réglementaire. On n'aborde pas le secteur pharmaceutique dans cette étude-là parce que c'est encore plus complexe, donc on s'est principalement focalisé sur les secteurs cosmétiques et nutraceutiques. Et une première contrainte réglementaire que nous avons pu identifier, ce sont des réglementations européennes sur les matières premières qui peuvent être utilisées, donc la matière première de laquelle est issu l'extrait. Alors pour ce qui est du secteur cosmétique, on a regardé à la réglementation européenne, mais aussi la réglementation chinoise. Pourquoi chinoise? Parce qu'en fait, quand on parle avec des acteurs du cosmétique, beaucoup nous répondent que si l'extrait, ou en tout cas le produit final qui contient cet extrait-là, ne peut pas être mis en place sur le marché chinois, en tout cas pour ce qui est des gros acteurs internationaux du monde du cosmétique, ça les intéresse très peu, parce que du coup, ça leur ferme ce marché-là. Au niveau du nutraceutique, c'est une réglementation bien particulière qui s'appelle la réglementation Novel Food, qui parle justement de matières premières dans lesquelles on va aller chercher des ingrédients ou des éléments et des matières premières qui n'étaient par le passé pas consommées comme telles. Alors, vous avez ici sur le tableau présenté à cette slide-ci une synthèse en fait des éléments que nous avons pu trouver au travers de ces différentes réglementations, que ce soit cosmétique au niveau européen ou au niveau Chine, ou que ce soit nutraceutique au niveau européen grâce à la réglementation Novel Food. Alors on s'est tout d'abord, même avant d'aller plus loin, on s'est tout d'abord posé la question, est-ce que la matière première dont est issu l'extrait, ici avec un focus sur les écorces, est utilisable selon ces réglementations-là? Eh bien, en faisant ce travail-là, on a pu se rendre compte, et vous voyez les deux premières lignes du tableau, que malheureusement pour nous, les écorces des principales essences transformées, donc les principaux volumes d'écorces générés en Wallonie, d'Épicéa et de Douglas, n'étaient pas repris dans ces listes de matières premières utilisables, tant pour le cosmétique en Europe qu'en Chine, que pour le nutraceutique. Donc ça, c'est déjà une information très intéressante de se dire qu'à cette étape-ci,
ces écorces-là ne semblent pas utilisables comme matière première pour aller chercher des extraits destinés à ces secteurs-là. Je dis ne semble pas parce qu'il y a toujours la possibilité de faire des démarches pour intégrer de nouvelles matières premières dans les listes éligibles, mais évidemment, ces démarches-là sont longues et coûteuses, et donc il faudrait pouvoir trouver des molécules à très haute valeur et particulièrement intéressantes pour les secteurs tant cosmétiques que nutraceutiques pour encourager certaines industries à faire inscrire ces matières premières-là dans les listes, ou en tout cas autoriser leur utilisation, et ce qui nous semble, à une première approche, déjà un frein très important au niveau de leur valorisation au travers d'une filière d'extraction. Mais à l'inverse, on a quand même des signaux positifs qui sont particulièrement intéressants. Regardons au niveau des écorces de pin, par exemple le pin sylvestre, qui est, d'après ce premier screening de la réglementation, présent dans les listes des matières premières utilisables. C'est la même chose pour le hêtre, on retrouve également ça pour le chêne pédonculé ou pour le peuplier faux-tremble. Alors évidemment, ces réglementations-là vont déjà donner les principales orientations qui valent la peine d'être investiguées à ce stade-ci. Pour ce qui est des extraits d'écorce d'Épicéa Douglas, ces marchés à haute valeur ajoutée, cosmétiques et nutraceutiques, leur semblent très difficiles d'accès, donc il vaudrait mieux s'orienter vers la chimie de commodité, donc plus grand volume. Par exemple, pourquoi pas valoriser les extraits issus de ces écorces-là dans des produits type colle, vernis ou autres, qui sont très recherchés quand même par le secteur industriel. À l'inverse, pour certaines essences, comme le hêtre ou le pin, les écorces de ces essences-là sont acceptées comme matière première en vue d'extraction pour utiliser les extraits dans les secteurs cosmétiques ou nutraceutiques. Donc là, c'est déjà très intéressant de pouvoir aller un cran plus loin avec ces essences-là et d'investiguer des pistes de valorisation dans ces secteurs-là. J'attire quand même votre attention sur le fait que si on revient juste en arrière sur le tableau-ci, vous voyez qu'il y a une distinction entre les sous-variétés d'essences qui est importante dans les listes. Je reprends l'exemple en milieu de tableau entre le chêne sessile et le chêne pédonculé. Chez nous, il est majoritairement transformé sous l'appellation chêne. Maintenant, il faut savoir que, par exemple, dans le cas du chêne sessile, il est éligible à l'utilisation selon les listes de cosmétiques, de matières premières cosmétiques dans l'Union européenne, mais il ne l'est pas au niveau de la Chine. Donc, c'est important de pouvoir distinguer ces sous-variétés pour pouvoir accéder à l'un ou l'autre marché. Et la grande question, c'est est-ce que cette distinction est possible au moment où on génère les écorces dans les industries considérées. Enfin, je terminerai par d'autres éléments à prendre en compte et qui sont très importants à bien avoir en tête pour le bon développement d'une filière basée sur l'extraction de connexes tels que les nœuds et les écorces. Il faut vraiment bien avoir en tête, je vois dans les participants ici, dans la liste des participants, qu'on a tant des acteurs du monde de la filière forêt-bois que certains acteurs du monde de la chimie. Il faut bien avoir en tête que ce sont deux mondes qui se connaissent très peu. Le seul crossover qui existe, on va dire actuellement, ce sont principalement les papetiers qui sont en fait les premiers et principaux chimistes du bois. Mais pour l'inverse, la filière forêt-bois et la filière chimie sont deux mondes assez séparés, avec peu d'interactions, en tout cas qui se connaissent peu. Et c'est vraiment très important dans des projets des projets de valorisation, de développement de la chimie du bois sous forme d'extraction ou même sous d'autres formes, d'avoir bien en tête les contraintes et les exigences de ces deux secteurs-là. Il faut trouver le point d'accrochement entre les demandes des uns et ce que les autres sont prêts à offrir ou sont techniquement, économiquement possibles à mettre en place. Donc, la communication est vraiment un élément très important et c'est pour ça qu'on est vraiment heureux de voir ici dans la liste des participants des représentants de ces deux secteurs, d'un côté filière forêt-bois et de l'autre côté secteur de la chimie, qui peuvent justement servir d'ambassadeurs pour permettre de mieux se comprendre entre ces deux secteurs fort différents. Ensuite, bien évidemment, il sera très important de choisir la solution la plus pertinente en termes techno-économiquement parlant. Il faut savoir que quand on parle d'extraction, ça va toujours être une combinaison entre une certaine matière première, préparée d'une certaine façon, une certaine méthode d'extraction bien particulière. Dans la présentation suivante, vous aurez des exemples de types d'extraction faisables, et destinée à aller chercher des extraits qu'on peut, par exemple, filtrer et purifier, destinés à un marché cible. Et cette combinaison de matière première, extraction, marché cible, va aussi impacter la réglementation à laquelle on sera soumise, et donc du coup avoir des impacts en termes de faisabilité technologique, mais surtout de viabilité économique de la filière extraction. Enfin, dernier élément, comme j'ai pu le préciser, dans le cadre de ce travail, on s'est basé sur les derniers chiffres existants qui dataient de 2017 et 2019. Évidemment, bien avoir en tête que la forêt et l'industrie du bois en Wallonie, ce n'est pas quelque chose, ce ne sont pas des secteurs qui sont figés, et donc il faudra tenir compte de l'évolution future de la forêt wallonne et de l'industrie wallonne du bois qui valorise justement les arbres issus de cette forêt-là.
On pense déjà à deux grandes thématiques, hein. L'avenir de l'épicéa qui depuis 2-3 ans, avec la crise des scolytes du bois, est on ne peut plus incertain. On se demande si dans 5, 10, 15 ans, on aura encore des épicéas dans nos forêts, mais ça ne nous touche pas uniquement nous, ça touche également nos voisins. Donc, est-ce qu'il y aura encore autant de volume d'épicéas disponibles pour être transformés en si grande quantité, et donc, in fine, autant d'écorces d'épicéas qui seront générées qu'en 2017 ou 2019, tel que présenté dans cette enquête-là. Donc ça, grande question. Rappelez-vous, l'épicéa, c'était quand même 3/4 du potentiel théorique total en écorce en Wallonie. Donc, une évolution de ce secteur-là aura un grand impact sur les volumes disponibles en écorce si on veut monter une filière d'extraction basée sur la valorisation des écorces d'épicéa. Et pour ce qui concerne les écorces de feuillus, comme par exemple le hêtre, hein, qui semblait très intéressant parce qu'au niveau de la réglementation cosmétique et nutraceutique, les écorces pouvaient servir de matière première, mais il y a quand même une évolution assez incertaine au niveau du sillage du hêtre ou du chêne, avec une tendance actuelle qui est plutôt à une diminution du sillage de hêtre et une augmentation du sillage de chêne. Il faut savoir que ce type de bois-là subit aussi une concurrence de l'export vers l'Asie. Donc les transformateurs wallons, qui sont ceux qui vont générer l'écorce, sont concurrencés par l'export de ces bois pour des transformateurs en Asie, qui donc évidemment vont générer les écorces en Asie. Donc on ne sait pas encore exactement quelles sont les tendances futures, mais il faut bien se dire que les chiffres avancés précédemment sont basés sur les infos possibles des années les plus récentes, mais il faudra tenir en compte l'évolution future et de nos ressources, mais aussi des industries qui transforment ces ressources et donc qui génèrent les coproduits. Alors, si vous souhaitez aller plus loin, sachez que nous avons réalisé un dossier Valbiome, développer une filière extractive forestière en Wallonie, opportunités et contraintes, qui reprend les informations que je vous ai présentées dans cette présentation, mais aussi d'autres. La publication sera finalisée et diffusée prochainement parce que nous avons encore obtenu dans les dernières semaines d'autres informations que je souhaiterais intégrer au dossier, mais donc ça vous donnera des outils d'aide à la décision, quel que soit votre secteur d'activité, que ce soit la recherche ou l'industrie, pour justement décider de quelle manière vous pouvez vous investir dans cette filière de l'extraction. Nous mettrons également en place par la suite différentes séances d'information dédiées, sous forme de webinaires ou sous forme, espérons si la situation le permet, de présentiel, qui permettront de vous tenir informés des projets en cours, mais également des nouveaux éléments que nous avons pu être mis en évidence grâce aux actions que nous menons ici. Donc, n'hésitez pas également à participer à ces prochaines séances d'information. Et enfin, si vous souhaitez être informé de ce qui se fait actuellement en termes de chimie du bois, et en particulier au travers des actions Valbiome, de ses membres et de ses partenaires de projet, n'hésitez pas à consulter notre blog d'information, le Valbiomag, ou vous abonner à notre newsletter. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je cède maintenant la parole à Sébastien Cajot, responsable du département extraction au centre de recherche Célabore et également de la plateforme de valorisation de la biomasse. Sébastien, la parole est à toi. Donc, bonjour à tous et merci Pierre-Louis pour cette introduction. Donc voilà, donc ici durant les 30 prochaines minutes, donc je vais un peu vous faire un état des lieux un petit peu sur les technologies d'extraction, notamment appliquées aux extractifs forestiers, voir un petit peu des pistes de la région wallonne et voir un peu quels sont les frais et les opportunités. Donc, tout d'abord, c'est très bien parce que Pierre-Louis a super bien introduit, je pense, ma présentation, étant donné qu'on va retrouver exactement la même slide que ce qu'il a présenté tout à l'heure, où, dans un premier temps, de se faire une première idée sur les coproduits qui pourraient être valorisables au niveau les coproduits valorisables du bois, pardon. Donc, je ne vais pas rentrer dans les constituants vu que Pierre-Louis l'a déjà fait de façon bien détaillée dans sa présentation, mais simplement se dire, donc voilà, de nombreux types de coproduits existent et ceux-là aussi ont bien été détaillés dans la première présentation de ce début de conférence. Alors, comme on l'a dit, il y a différentes pistes de valorisation de ces différents constituants. Donc, pour la cellulose, il y a tout le volet vraiment des fibres, même des fibres qui peuvent être transformées, comme la formation de de nanofibrilles de cellulose, mais également d'autres produits qui sont quelque part des dérivés qui peuvent être là pour un petit peu, je ne dirais pas pour remplacer quelque part les dérivés pétrochimiques, mais en tout cas donner des alternatives pour certains types de produits. Idem de l'extraction d'hémicellulose et lignin qu'on peut également valoriser de différentes façons, de différents produits de commodité est vraiment très intéressant. Et alors également tout le volet de fermentation pour la
production d'autres produits tels que le bioéthanol ou également des dérivés du biofuel qui seraient obtenus par dépolymérisation de ces constituants du bois. Donc nous, vraiment, le sujet qu'on va développer dans le cadre de cette présentation, et comme l'a introduit Pierre-Louis, c'est vraiment le volet concernant plutôt les extractibles et vers des produits à plus haute valeur ajoutée par rapport peut-être aux 3 autres types de construire du bois sur lesquels on est peut-être sur des moins hautes valeurs ajoutées. Alors, c'est vrai, quand on va parler d'extractibles, une autre façon de parler, on pourrait parler également de tout ce qui concerne les métabolites secondaires qu'on peut retrouver dans les coproduits du bois. Et alors, donc, on est vraiment sur ces composés de plus faible poids moléculaire que l'on va réussir à extraire de différentes façons et via l'utilisation de solvants. Des solvants de type organique, donc plutôt de type nature apolaire, donc pour tout ce qui est composé de nature plutôt lipophile, ou alors également décomposé plutôt par des extractions de type aqueux, donc avec plutôt de l'eau. Alors, on va pouvoir décerner différentes grandes catégories de composés, donc de métabolites secondaires qu'on va pouvoir cibler. Donc, on va pouvoir, par exemple, d'abord cibler tout ce qui est composé de type terpénoïde, dont on peut lister un grand nombre de propriétés, mais je citerai donc les propriétés antimicrobiennes, fongiques, antivirales, anti-inflammatoires et ainsi de suite. Tout ce qui est la grande famille des composés plutôt de type polyphénol, donc les composés phénoliques, également bien connus pour leurs propriétés antioxydantes, mais également anti-âge, anti-inflammatoires, et également tous les produits de type alcaloïdes, qui sont connus notamment pour leur activité sur tout ce qui est système cérébral, système nerveux, ou également sur le système cardiovasculaire. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que voilà, donc ces terpénoïdes présentent donc soit des propriétés, mais également des structures différentes qui vont permettre de développer des méthodologies d'extraction ciblées afin d'obtenir des extraits enrichis en telle ou telle famille de molécules, voire même aller jusqu'à l'isolement d'une molécule particulière en fonction un petit peu quelque part du secteur applicatif. Alors, si je reprends le grand principe de l'extraction végétale, donc comment ce procédé va se mettre en place? Donc, on va tout d'abord utiliser, donc avoir un corps solide, donc la matière première végétale, qui est riche en molécules d'intérêt, en métabolites, et que l'on va mettre en contact avec un fluide, donc le solvant d'extraction, solvant qu'on va devoir définir en fonction des molécules visées. Et on va quelque part les mettre en contact. Donc, un contact solide liquide intime qui sera suivi d'une séparation. Donc, on obtiendra une phase liquide qui contiendra les molécules d'intérêt et ensuite un résidu solide qui sera obtenu après séparation et qui sera quelque part les drèches d'extraction et qu'on devra, nous, alors mettre sur le côté ou éliminer. Alors, oui, ça a l'air tout à fait très simple. Donc, ça ressemble quelque part à... comme je l'ai dit, pour vulgariser vraiment les choses, c'est quelque part c'est faire du thé. Mais en réalité, on va se rendre compte qu'il y a un grand nombre d'étapes et d'opérations qui nécessitent un contrôle et afin d'obtenir un extrait valorisable dans des applications de type nutraceutique, cosmétique ou également pharmaceutique, comme on l'a présenté tout à l'heure. Alors, si on prend chacune de ces étapes, donc la première va constituer vraiment la préparation de la matière première. Le premier point qu'on doit prendre en compte, c'est le séchage de cette matière première. Alors pourquoi la sécher? Donc on va peut-être par exemple faire une extraction aqueuse par la suite, mais il y a une nécessité d'avoir un séchage afin de permettre le stockage de celle-ci, donc afin d'avoir donc un volume suffisant de matière en vue de faire son extraction. Alors, le séchage doit se faire de façon également contrôlée, car la plupart des molécules, donc des métabolites secondaires que l'on va viser, sont thermosensibles, donc il est nécessaire d'effectuer des séchages doux, donc à une 60aine de degrés pendant un temps certain, afin de permettre une bonne conservation de ces principes actifs au niveau de la matière première. Ensuite, on a le côté de tout ce qui concerne le broyage de la matière première. Donc oui, on ne va pas extraire directement l'écorce en tant que telle, mais on va effectivement, comme l'a présenté Pierre-Louis, effectuer une étape de broyage qui va permettre d'avoir un contact intime entre cette matière première et le solvant d'extraction. Maintenant, il faut également faire attention, on a parlé tout à l'heure de particules fines, il faut encore avoir un contrôle de ces granulométries d'une part pour pouvoir avoir un procédé d'extraction qui soit bien défini, mais également éviter d'avoir trop de particules fines qui vont peut-être plutôt poser des problèmes en termes de filtration, de séparation solide et avoir des colmatages des installations. Donc ça, c'est quelque chose qui est très bien diminuer la taille des particules, mais il faut aussi avoir une certaine limite pour ne pas avoir ce type de problème.
Ensuite, il y a différents pré-traitements de la matière, que ce soit des pré-traitements chimiques, des pré-traitements enzymatiques, que l'on peut également faire. Ce n'est pas une obligation, donc c'est pour ça que je l'ai mis en italique dans les points à considérer, et qui vont également favoriser l'accessibilité quelque part à ces molécules d'intérêt qui sont, rappelons-le, dans une matrice quand même, donc avec la cellulose, l'hémicellulose, le lining, donc qui sont vraiment emprisonnés dans cette matrice et qu'il est nécessaire d'aller libérer. On en vient ensuite au procédé d'extraction vraiment solide liquide en tant que tel. Donc, il y a toute une panoplie de paramètres qu'il va falloir contrôler afin de faire cette extraction. Donc, tout d'abord, il y a le choix du solvant. Donc, le solvant, on va plutôt partir sur des solvants polaires, apolaires, et cela va se faire en fonction vraiment du marché ciblé, mais également des molécules ciblées. Alors, comme on a parlé tout à l'heure du registre réglementaire, mais il y a également des solvants qu'on va pouvoir utiliser pour certaines applications. Donc, si on vise, par exemple, le marché de tout ce qui est les applications plutôt alimentaires, ce ne sera pas toujours les mêmes qui seront permises également dans le marché plutôt de la cosmétique. Ensuite, définir le bon ratio solvant-matière première. Donc, c'est vrai qu'on aura tendance à se dire, bon, on va essayer de faire des grands lavages avec de grosses quantités de solvants pour mettre d'extraire un maximum de composés. Maintenant, il faut également tenir compte qu'il y a un coût de ces solvants. Donc, on va toujours essayer de tendance de optimiser le ratio solvant-matière première afin d'avoir un coût et un procédé le plus efficace possible. Ensuite, des conditions comme la durée d'extraction devront être prises en compte, mais également la température, avec toujours cette vigilance à avoir par rapport aux composés qui pourraient se dégrader durant cette extraction. Ensuite, via l'opération de séparation solide-liquide, où là, on va pouvoir vraiment séparer cette drèche d'extraction de l'extrait en tant que tel qui contient, lui, les molécules d'intérêt, donc enrichies en molécules d'intérêt. Ensuite, on a également toute une étape de voir ce qu'on va faire de cette drèche d'extraction qui peut toujours être imbibée de solvant et pour lequel il va peut-être falloir également réfléchir peut-être à une évaporation pour pouvoir, donc notamment, je pense que c'est des solvants inflammables qui sont utilisés, pour pouvoir justement éliminer de façon tout à fait sécurisée ces déchets ou ces coproduits de l'extraction. Ensuite, toute une panoplie également de traitements qu'on va pouvoir faire sur l'extrait liquide. Donc, on va pouvoir fournir un extrait sous différentes formes. Donc, ça peut être simplement, donc on va rendre l'extrait en tant que tel. On va pouvoir également le concentrer, donc essayer d'évaporer partiellement le solvant pour essayer de concentrer les molécules actives. Et on va pouvoir également utiliser d'autres technologies comme réaliser des enrichissements ou des purifications afin d'essayer d'avoir vraiment, donc soit d'aller jusqu'à l'isolement d'un composé actif précis. Donc là, on va plutôt viser des domaines comme la pharmacie, les applications pharmaceutiques, mais qui va nécessiter donc pas mal d'étapes de post-traitement de l'extrait, mais également donc, qui vont représenter un certain coût. Ou alors, on va pouvoir simplement faire une première étape simplement d'enrichissement, de pré-purification, qui va seulement permettre de peut-être d'éliminer des composés qui nous semblent un peu moins intéressants et qui pourraient par contre peut-être nuire à la stabilité de l'extrait. Donc, je parle ici, j'ai montré l'exemple des sucres, où effectivement, en termes de conservation de l'extrait, le fait d'avoir beaucoup de sucre dans un extrait peut être un peu limitant en termes de conservation. Ensuite, donc comme je l'ai dit, on peut aller jusqu'au séchage également de l'extrait pour vraiment avoir un extrait en poudre qui peut peut-être faciliter sa mise en forme, donc sa formulation dans un second temps. Et alors, pour aussi à tout ce qui concerne l'évacuation des résidus d'extraction, les drèches, mais ça, j'en ai déjà discuté dans la slide précédente. Alors ici, je vous ai montré vraiment le procédé donc classique d'extraction. Donc on va plutôt parler de peut-être un procédé de macération comme on peut l'entendre fréquemment. Maintenant, c'est vrai qu'ici, on va beaucoup parler ces derniers temps, donc ces dernières années, aussi des procédés d'éco-extraction. Donc à savoir, c'est comment essayer d'améliorer ces procédés afin de tout d'abord réduire tout ce qui est l'impact énergétique, donc comment réduire ses consommations, mais également, pourquoi pas, utiliser des solvants alternatifs, plus respectueux de l'environnement ou également viser des ressources renouvelables. Et tout ça en assurant, comme je l'ai mis dans l'introduction, une qualité et une sécurité des produits finis. Alors, quelques pistes qui sont étudiées et qui sont déjà bien connues. Donc, par exemple, on a tout ce qui concerne les solvants alternatifs. Donc, ça, c'est toutes des techniques que je vous présenterai par la suite. Mais comme par exemple des solvants organiques type de l'hexane ou le dichlorométhane, donc vraiment des solvants qui vont aller chercher des molécules plutôt lipophiles, donc apolaires. On peut faire des substitutions en utilisant d'autres procédés comme l'extraction au CO2 supercritique, donc l'utilisation du CO2 comme solvant d'extraction. Ou alors, on a également d'autres types de solvants comme l'acétone, l'éthanol. Donc là, on va plutôt viser des solvants plutôt polaires pour aller chercher des molécules
légèrement apolaire, ou là également des extractions comme l'eau subcritique, donc de l'eau pressurisée, vont également être possibles et vont être des alternatives donc d'éco-extraction. Ensuite, en gain énergétique, on va pouvoir également parler de tout ce qui concerne l'intensification des procédés d'extraction. Donc, je vais vous présenter comme des techniques comme les ultrasons, les micro-ondes, les chocs électriques pulsés. Ce sont toutes des techniques qui vont venir assister l'extraction et qui vont permettre de diminuer les durées, mais également les températures utilisées lors du procédé, et donc pour essayer d'en réduire l'impact énergétique du procédé. Donc voilà, en termes de présentation, donc ici, en termes d'extraction, donc le CO2 supercritique, donc comme je vous l'ai dit, c'est une bonne alternative aux solvants de type plutôt apolaire. Et donc ici, on a des plateformes ici d'extraction pilote chez Celabor qui permettent différents traitements, donc soit de l'extraction en tant que telle, mais je vous ai également listé différentes autres applications qu'on peut utiliser. Donc l'extraction va pouvoir permettre un dégraissage d'une matière avant son extraction. Il va également permettre l'extraction donc d'arômes, de molécules, de vitamines, de lipides, mais ça peut également éviter tout ce qui est problème de retirer donc par exemple des solvants, des impuretés également apolaires qu'on retrouvait dans des matières premières, de la désodorisation, mais également jusqu'à débactérisation. Donc là, c'est vraiment un champ d'application qui peut être utilisé avec le CO2 supercritique. Alors, une technologie qui est moins connue, mais qui est un peu sur la même dynamique, donc c'est l'eau subcritique, comme je l'ai dit, donc substitue plutôt au solvant de type éthanol, acétone, où là aussi on a des équipements qui ont été développés, mais à une échelle ici pilote chez Celabor, où on va pouvoir vraiment traiter jusqu'à l'ordre d'une dizaine de kilogrammes, donc ce réacteur de 6 litres, pour faire des essais à une échelle de pré-industrialisation. Alors, ce qui est intéressant, donc ici, ce qu'il faut savoir pour l'eau subcritique, c'est qu'on va se situer comme à des températures qui sont plus élevées. Donc, en fait, l'idée, c'est de se passer à une température supérieure à 100 degrés et on va maintenir l'eau dans son état liquide grâce à une surpression. Donc maintenant, vous allez me dire, ah ben oui, je vous ai présenté par la suite qu'il fallait faire attention aux températures d'extraction, qu'on risque de dégrader certains composés. C'est tout à fait vrai. Mais l'avantage de ces techniques, c'est que vraiment, un cycle d'extraction peut durer un quart d'heure. Un quart d'heure, c'est vraiment court à côté d'extractions conventionnelles qui peuvent durer même plusieurs heures afin d'arriver à une extraction. Donc c'est vraiment ça l'intérêt de ce genre de technique également. Ensuite, donc, tous des procédés plutôt innovants pour permettre également de faire une assistance à l'extraction. Donc, je vais en présenter trois pour vous montrer un petit peu l'intérêt de cette technologie. Donc, on a par exemple l'extraction via l'assistance avec des micro-ondes. Donc, ici, c'est vraiment intéressant à partir du moment où on va utiliser, donc là, c'est plutôt utiliser des matières fraîches en vue de faire des extractions. On va utiliser l'eau qui est toujours contenue dans la matière première afin de permettre un échauffement et de permettre vraiment le relargage des molécules d'intérêt. Alors ici, c'est également le fait d'utiliser, de réduire les quantités de solvants, mais également d'aller plus vite et d'éviter des problèmes de dégradation thermique, vu qu'on va éviter des temps de chauffe qui vont être prolongés. Selon la même dynamique, on a également les procédés qui vont utiliser des ultrasons. Donc, c'est le fait de mettre des ondes d'ultrasons via des sonotropes que l'on va plonger dans le milieu d'extraction. Et là, alors, on va pouvoir également aider les ultrasons vont aider à venir déstabiliser les parois végétales avec des phénomènes de cavitation. Je ne vais pas entrer dans ces détails, mais simplement, donc on va venir casser les cellules végétales afin d'en extraire le contenu intracellulaire. Et là, encore une fois, c'est essayer de réduire les temps d'extraction ou également les solvants d'extraction, le ratio, la proportion entre le solvant qu'on va mettre et la matière première. Et alors, contrairement peut-être au micro-ondes que je n'ai pas précisé par la suite, mais c'est vrai qu'ici, l'avantage des ultrasons, c'est que oui, c'est des technologies qui sont innovantes, mais qu'on commence également à avoir sur le marché avec des échelles maintenant qui dépassent simplement l'échelle du laboratoire, vu qu'on peut vraiment déjà appliquer ça à des cuves qui vont pouvoir aller jusqu'à l'échelle du millilitre et voire plus. Et enfin, une dernière assistance à extraction que je voulais vous présenter. Donc ça, c'est une technologie qui est assez récente chez Celabor, mais on pense qu'il y a pas mal d'applications potentielles avec celle-ci. C'est l'utilisation de champs électriques pulsés. Donc l'idée, c'est vraiment de faire un pré-traitement de la matière en la faisant passer au travers de 2 électrodes qui vont vraiment venir insuffler vraiment des courants électriques de haute intensité durant de faibles périodes et qui vont également avoir pour effet de fragiliser les parois membranaires et de permettre donc vraiment une extraction
du contenu qui se trouve au sein des cellules végétales. Alors ici, encore une fois, donc c'est des technologies innovantes, mais par contre, qui sont déjà utilisées pour d'autres applications. Donc ici, notamment dans le secteur alimentaire, les chocs électriques pulsés sont par exemple utilisés dans l'industrie de la pomme de terre, mais également l'industrie des betteraves pour attendrir les chairs afin de permettre une découpe plus facile de ce type d'aliments. Donc ici, c'est juste quelque part le fait de détourner une technologie en fait de l'utiliser, nous, comme pré-traitement d'extraction. Alors voilà, donc ici, c'est vraiment un peu une panoplie donc de la plateforme d'extraction qu'on a à disposition ici chez Celabor, qui a l'avantage de faire des essais à la fois à l'échelle laboratoire, mais également à l'échelle semi-pilote, donc jusqu'à de l'ordre d'une dizaine de kilos de matières premières traitées, qui permettent déjà d'avoir une première idée sur les phases de montée en échelle qu'on pourrait faire. Et donc, en termes de technologie, j'ai déjà présenté tout ce qui concerne les pilotes d'extraction pressurisée, donc le CO2 ou l'eau subcritique. Mais alors, on a également des équipements pour faire de l'extraction conventionnelle, les assistances à l'extraction, tous des procédés qui vont permettre également le post-traitement de l'extrait, donc à savoir des systèmes de filtration membranaire qui vont permettre d'enrichir certains extraits en composés d'intérêt. Le post-traitement de l'extrait afin de sécher de façon douce l'extrait qu'on a réussi à développer, mais également toutes des plateformes de purification afin d'aller isoler spécifiquement un composé d'intérêt, et le tout complété par une plateforme analytique qui va permettre de caractériser les extraits qu'on a obtenus, caractériser d'un point de vue chimique, donc quels sont les métabolites secondaires qu'on a réussi à isoler, mais également toute une plateforme qui permet vraiment de caractériser l'activité d'un extrait. Donc, est-ce qu'on a obtenu une activité antioxydante, une activité antimicrobienne ou anti-aging? Et donc, tout ça, c'est des poids qu'on peut faire, donc de faire la corrélation entre le profil chimique, mais également le profil de l'activité quelque part de l'extrait qu'on a réussi à obtenir grâce au procédé d'extraction développé. Et là, quelque part, j'en reviens un petit peu à la mission donc, de notre plateforme et de notre département. Donc, c'est vraiment d'avoir ce rôle de soutien aux entreprises, mais de différents secteurs. Donc, ça va du secteur de l'agroalimentaire, des nutraceutiques, des compléments alimentaires, de la pharmaceutique et jusqu'à quelque part sur des biomatériaux qui sont désireux d'obtenir des extraits naturels. Et ça, on le fait au travers de développement de procédés donc de valorisation de la biomasse. Je vous présente ici l'extraction, mais je peux également citer la fermentation, la purification, afin d'obtenir des biomolécules à haute valeur ajoutée et de permettre aussi l'upscaling de ces procédés développés à une échelle, je me pilote, mais plutôt semi-pilote. Alors, on a également toutes les plateformes technologiques que je vous ai présentées, que l'on met à disposition, nous, de nos clients, de nos partenaires, et ça au travers de prestations R&D qu'on peut réaliser pour des industriels, soit en prestations privées, mais également en prestations qui sera alors financées ou cofinancées par la région Wallonne. Et alors aussi, c'est grâce quelque part à la participation à de nombreux programmes de recherche, que ce soit à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, afin de vraiment nous acquérir donc de nouvelles compétences et ainsi favoriser l'innovation et l'excellence technologique au travers des missions que l'on peut réaliser auprès d'industriels. Alors ici, ce qui est intéressant aussi que je voulais vous présenter en deux mots, c'est également la présence de cette société, donc Natextra, qui est une initiative qui est également dans laquelle Celabor est partenaire et dans l'actionnariat. Donc en fait, c'est vraiment une plateforme d'extraction qui s'est développée il y a maintenant, je pense, je ne vais pas me tromper, 3-4 ans, qui permet vraiment donc de faire de l'extraction végétale en Wallonie. Donc c'est vraiment un outil qui va vraiment, je pense, nous donner un boost quelque part à toutes les initiatives qu'on va pouvoir mettre en place grâce à cet outil maintenant qui est présent à Wallonie à une échelle industrielle afin de réaliser des extraits naturels donc, et qui permet donc de vraiment faire toutes ces étapes de l'extraction, la concentration, la purification et jusqu'à quelque part avoir soit un ingrédient, donc un extrait sous une forme liquide qui va pouvoir être exploité donc, dans les différents secteurs d'activité, donc nutraceutique, cosmétique, je ne vais pas les répéter, mais ou également sous forme d'un extrait sec vu qu'il y a également tous les outils de séchage. Donc ici, vous avez simplement, donc en quelques mots, quelques illustrations également de cette plateforme donc, qui se trouve plutôt dans l'est de la Belgique, donc à Elsenborn, où on a vraiment 2 cuves d'extraction de 5000 litres, la possibilité de faire des séparations ici avec un séparateur centrifuge, et également des concentrateurs et des sécheurs qui permettent vraiment d'obtenir vraiment un large panel donc, de solutions techniques, conventionnelles certes, mais pour pouvoir réaliser des extraits végétaux.
Alors, maintenant, je voulais vous montrer également des initiatives qui ont été réalisées donc ici chez Cellabor et en région Wallonne, en vue justement d'extraire des molécules à partir de résidus, notamment ici à partir de ressources forestières. Donc, ici, je vous présente le projet donc Biomat. Donc, le projet Biomat qui, lui, était plutôt destiné à développer des nouveaux biomatériaux, des matériaux biosourcés à faible empreinte carbone. Et donc, on s'est intéressé à vraiment l'extraction de l'ensemble des composés qui vont pouvoir fournir des molécules plateformes afin de réaliser ces nouveaux biomatériaux. Alors ici, le rôle de Cellabor était vraiment d'essayer d'extraire ces métabolites secondaires afin d'ajouter des propriétés intéressantes à ces biomatériaux, qui sont propriétés antioxydantes, antimicrobiennes, via une première extraction de composés d'intérêt. Alors ici, les trois matières qui ont été d'abord ciblées dans le projet étaient le miscanthus, le saule et le peuplier. Alors pourquoi ces trois matières? C'est donné que ce sont plutôt des essences à courte rotation, donc avec ça qui peuvent produire assez bien de biomasse. Et donc ici, l'idée est de pouvoir faire un schéma d'extraction en cascade. Dans un premier temps, faire une extraction en CO2 supercritique afin d'extraire tout ce qui est plutôt la phase plutôt lipidique, donc la phase apolaire. Dans un second temps, ensuite, de réaliser une extraction plutôt de type eau subcritique, vous pouvez aller chercher plutôt les composés polaires de type polyphénol. Et en sachant également que l'extraction en eau subcritique permet également de pouvoir isoler une fraction en lignine qui, elle aussi, va pouvoir être valorisée. Donc, ce n'était pas par Cellabor, mais par d'autres partenaires type ULG, afin de permettre d'aller chercher d'autres composants et d'autres briques, molécules plateformes afin de synthétiser de nouveaux biomatériaux. Alors, juste pour donner quelques résultats de ce qu'on a pu obtenir ou ce qu'on a pu faire comme étude sur ce type sur nos extraits plutôt. Donc, tout d'abord, si ici, on a dans un premier graphe sur ma gauche, j'ai comparé un petit peu les polyphénols qu'on a pu obtenir dans nos extraits. Et on se rend compte que, donc, si on compare le saule, le miscanthus et le peuplier, on a obtenu un extrait qui était assez enrichi en polyphénol à partir du peuplier et qu'on a une corrélation directe avec également l'activité antioxydante que l'on retrouve assez forte dans justement ces échantillons, ces extraits de peuplier obtenus par eau subcritique. Et si on va encore un cran plus loin, donc dans vraiment l'identification des composés d'intérêt, on va vraiment aller voir qu'on a par exemple ici, je prends le cas du peuplier, on a réussi à isoler par exemple, avoir un extrait relativement enrichi en acide gallique à partir du peuplier. Acide gallique qui est reconnu pour par exemple sa activité antioxydante, antitumorale, antimicrobienne ou également comme précurseur de synthèse pour des activités plutôt de type pharma. Alors maintenant, ici, ce n'est qu'un composé, mais il faut bien se rendre compte qu'on a une multitude d'autres composés. Donc, je ne vais pas les lister un autre parce que c'est vraiment écrit très petit, mais simplement de dire qu'on est bien dans un mixte, donc dans un mélange d'extraits. Donc ici, c'est vrai que l'activité que je vous montre, c'est bien une activité qui est due quelque part à une synergie entre différents composés. Maintenant, c'est parfois également intéressant d'aller cibler certaines molécules de façon plus spécifique. Et ensuite, donc dans cette deuxième partie, également toujours réalisée sur le projet Biomat, c'était également une étude qui était réalisée, donc de voir un peu l'affluence, de réaliser un traitement donc via les champs électriques pulsés, donc la méthodologie que je vous ai présentée tout à l'heure comme pré-traitement de la matière afin d'essayer d'un peu plus donc casser cette matrice et casser quelque part ces molécules végétales afin de permettre de libérer plus facilement les composés d'intérêt. Et en fait, on se rend compte qu'effectivement, ça fonctionne pas mal. Donc là, je vous présente le cas sur le miscanthus, où là, on se rend compte qu'entre donc le cas 2 qui représente plutôt l'effet du traitement PEF, on a quand même un rendement 3 fois supérieur à partir du moment où on va aller appliquer ce traitement de champ électrique pulsé. Et donc, on se rend compte également en termes d'actifs, qu'on a également des actifs qui sont ciblés, sur lesquels on arrive vraiment à avoir des augmentations assez intéressantes. Donc ici, je vous montre le cas de l'acide coumarique qui était déjà présent en plus grosse quantité dans nos extraits. Et alors, également, une augmentation de 360% de ce composé grâce à l'application des champs électriques pulsés. Et également, donc, quelques activités intéressantes comme de ce composé, comme les activités dépigmentantes, l'activité antiradicalaire, anti-inflammatoire. Donc voilà, c'est vraiment dans ce cas-là où on a vraiment pu montrer l'intérêt de faire un pré-traitement de cette matière première. Alors, un deuxième projet que je voulais vous présenter est un projet donc Atterrec qui a démarré maintenant il y a un an et demi, 2 ans, même 2 ans, où clairement c'était donc ici l'idée c'était aussi de valoriser tout ce qui était coproduit. Donc c'est pas vraiment des extractifs forestiers, mais c'était plutôt tout ce qui est produit plutôt de l'arboriculture. Donc ici on s'était intéressé dans un premier temps à 3 matières premières qui étaient les déchets de taille donc
des vignes, mais également de pommiers et de poires. Par contre, il y a également tout un volet qui est fait sur les extractibles à partir d'écorces dans ce même projet. Ce qui est intéressant et ce que je vais vous montrer dans cette démarche, c'est simplement d'avoir ce côté un peu d'économie circulaire qu'on a voulu mettre en avant dans le projet. Donc, c'était tout d'abord d'aller chercher ces déchets de taille qui sont disponibles au niveau donc des agriculteurs et donc des personnes qui vont cultiver ce type d'arbres, de faire une première extraction pour aller chercher les molécules d'intérêt qui vont pouvoir être valorisées pour les secteurs de la cosmétique, du nutraceutique, et ensuite de pouvoir réaliser, par exemple, des transformations chimiques sur ces extraits afin d'augmenter leur activité et afin d'avoir vraiment des effets un peu plus ciblés. Mais par contre, il y a tout un volet également qui étudie la valorisation également des coproduits qu'on a obtenus après l'extraction. Donc, tout ce qui concerne plutôt la partie lignocellulosique, notamment pour la formation de biosolvants, donc de type bioéthanol ou ce genre de choses, mais également la valorisation via de la formation de biogaz. Et ensuite, tous nos déchets vont être utilisés, convertis en tant que fertilisants, et vont pouvoir retourner quelque part sur les sites de production donc des fruits, donc vraiment dans un souci d'économie circulaire où quelque part on ne perd rien du tout et on fait un retour au champ à la fin du projet. Et alors, ici, ce que j'ai voulu démontrer, c'est qu'également, on a fait différents essais. Donc, on a comparé tout d'abord des essais via des essais d'extraction des macérations classiques. Comme je vous l'ai dit, on va être sur des temps de durée d'extraction qui sont plus longues, utiliser également la température. Donc, par contre, on a également utilisé donc, des techniques comme les ultrasons, ce que je veux dire par UAE, donc Ultrasound Assisted Extraction, où là, on va pouvoir les faire à température ambiante et avoir des diminutions des durées d'extraction, d'une demi-heure à 1 heure. Et également, comme je vous l'ai montré en eau subcritique, donc l'ASE, donc c'est Accelerated Solvent Extraction, où là aussi, donc on l'a fait non pas à partir d'eau, mais à partir, donc ici, d'éthanol 70%, mais on l'a porté à haute température pendant des temps très courts. Alors, les résultats qui sont ressortis de cette étude, c'est tout d'abord, on a pu avoir des très bons rendements d'extraction et une meilleure activité quand on utilise ces solvants sous pression à haute température. Ce qui est intéressant, OK, on utilise haute température, mais par contre, c'était des temps d'une dizaine de minutes, ce qui était plutôt court. Mais on s'est rendu compte que finalement, on obtenait également de très bons résultats avec l'utilisation d'ultrasons, avec donc de hauts taux en termes de contenu phénolique à température ambiante, mais également de des temps d'extraction beaucoup plus courts que la macération. Alors maintenant, c'est toujours le côté qui est difficile, c'est savoir comment sélectionner une méthode plus qu'une autre, étant donné qu'on a les méthodes conventionnelles, les méthodes moins conventionnelles. Et là, clairement, dans l'optique du projet, c'est ces résultats-là qu'on va devoir avoir pour pouvoir faire des décisions. C'est tout ce qui est analyse de cycle de vie qui va être un outil décisionnel afin de cibler une technique d'extraction par rapport à une autre. Alors, si simplement le sujet vous intéresse un peu plus par rapport à Gross Value, c'est juste un petit rappel. Donc, c'est notre event plutôt de milieu de projet, donc qui va être réalisé à Lille le 26 janvier 2021, où vous aurez tout d'abord donc ici pendant 50 minutes la présentation des résultats du projet. Et également l'intervention par exemple du CEPIC, mais également d'autres acteurs de la cosmétique et du nutraceutique sur la valorisation de ce type de molécules issues des déchets de taille pour ce type d'application. Donc voilà, vous êtes les bienvenus, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le lien ci-dessous pour pouvoir assister à cette conférence. Et finalement, le dernier projet que j'aimerais bien vous présenter, donc c'est ici un essai qu'on a réalisé d'extraction, mais également de purification de flavanones à partir d'écorces locales. Donc, pour des raisons de confidentialité, je ne peux pas vous dire l'écorce ni la molécule cible que l'on a visée, mais c'est simplement en termes également de méthodologie de travail que je voulais vous présenter un peu ces composés-là, où simplement dans un premier temps, on a réellement réussi à partir d'écorce à obtenir un extrait hautement enrichi en une molécule d'intérêt, donc à 40%, et qui a démontré une excellente activité antioxydante. Mais ensuite, on a voulu encore aller un cran plus loin dans les pistes et dans l'étude de cette molécule-là, en isolant cette molécule, donc et en essayant d'obtenir une pureté, ou même pas en essayant vu qu'on a obtenu, supérieure à 99%. Donc on est vraiment sur la molécule pure. Et donc là aussi, ce qu'on a démontré, donc ici c'est le petit tableau qui est ici sur la gauche,
On a fait différents tests, donc que ce soit le Rancimat, des essais de frappe au rack, des PPH, qui sont différents tests qui sont utilisés au laboratoire afin de déterminer l'activité oxydante, et on se rend compte que on a vraiment réussi à isoler une molécule avec vraiment une très haute activité antioxydante, et que pour le moment, on est en train d'essayer de valoriser auprès d'acteurs de la cosmétique, comme pour peut-être remplacer, comme la vitamine C ou le BHT, qui sont pour le moment relativement connus. Mais alors là, ici, qui permettrait de raconter une histoire. Donc ici, c'est des composés qui sont vraiment ici d'écorce locale. Alors, j'en viens au travers de quelque part des exemples que je vous ai cités à un peu réfléchir en termes d'opportunités et également de freins qu'on va pouvoir rencontrer ici en région Wallonne. Tout d'abord, je pense que là, en termes des opportunités, la meilleure, je pense pour le moment, c'est qu'on a vraiment cette nouvelle tendance, une nouvelle mentalité par rapport à cette approche vers les produits locaux, vers les produits naturels, comment essayer de valoriser nos produits, une approche zéro déchet qui vont vraiment quelque part accentuer toutes les démarches et toutes les initiatives dans ce sens, dans la recherche de nouvelles sources pour faire des extraits végétaux. Ensuite, il faut bien se rendre compte qu'on l'a démontré également au travers de l'exemple de la présentation de Pierre-Louis, de se dire, voilà, on a également une biodiversité locale qui est là, qui est présente en Wallonie et qui est vraiment une source de molécules d'intérêt et qu'on va pouvoir utiliser pour différents secteurs. Ensuite, donc également une expertise qui est également disponible en Wallonie en termes de valorisation de la biomasse. Ici, au travers des exemples que j'ai montrés chez Celabor, mais également il y a d'autres sortes de recherches, et également d'autres universités qui sont également vraiment très pointues dans ce domaine. Et je pense également de citer les initiatives européennes telles que les projets BBI qui favorisent quelque part ces composés biosourcés et ont permis de créer vraiment des réseaux européens de compétences sur lesquels on peut s'appuyer pour faire ce genre de développement. Ensuite, l'ouverture d'une plateforme comme Natextra, donc une plateforme d'extraction mise à disposition des industriels, également un frein qui a été levé au cours des dernières années afin de dire oui, maintenant, il y a des endroits où vous pourrez faire ou développer votre procédé d'extraction. Ensuite, je pense que c'est un secteur qui est en pleine évolution. Donc, il y a de nombreuses techniques qu'on voit apparaître sur le marché. J'en ai cité quelques-unes, mais il y en a encore de nombreuses. C'est qu'il y a vraiment cette réflexion. Il y a vraiment une communauté scientifique qui est vraiment très active dans cette dynamique. Et également, je pense qu'ici, un grand intérêt de l'extraction, c'est qu'il y a vraiment cette possibilité d'intégrer l'extraction dans des modèles de bioraffinage intégrés. Donc, quelque part, l'extraction n'est qu'une étape qui peut intégrer vraiment dans un système intégré de bioraffinage où on va vraiment aller chercher l'ensemble des constituants ou des molécules d'intérêt qu'on va pouvoir valoriser dans un second temps. Ensuite, je ne peux pas passer à côté de freins également qu'on peut voir ici. Donc, le cadre législatif, je pense qu'ici, Pierre-Louis l'a déjà cité, mais effectivement, donc, que ce soit en termes de matières premières utilisées, en termes de techniques d'extraction, en termes de solvants, il faut vraiment prendre en compte de tous ces aspects. On a parlé du côté novel food, je pense aussi également à l'arrêté plante qui peut également limiter l'accès ou l'utilisation de certaines ressources. Alors en termes également de freins, donc il faut citer le coût d'investissement qui est derrière aussi tous ces procédés. Donc je vous montre des techniques d'extraction un peu plus innovantes, mais c'est vrai qu'ici il y a un investissement qui doit être fait et cette étape doit être franchie. Et donc c'est vrai qu'il faut être plutôt solide pour déjà permettre de mettre en place ce genre de plateforme. Maintenant, l'initiative de Natextra par exemple était une initiative qui était mutualisée. Donc c'est peut-être aussi des pistes à réfléchir, de mutualiser des plateformes d'extraction afin de permettre de franchir cet investissement et ses coûts. Donc certaines techniques aussi que je vais présenter, donc certaines sont plus matures que d'autres, disponibles ou non à une échelle industrielle, mais c'est vrai que ça peut être un certain frein que on ne retrouve pas ces technologies déjà sur le marché. L'évolution, parfois la baisse donc du cours du pétrole n'aide pas non plus à favoriser ce genre de composés, étant donné qu'ici, on va essayer de promouvoir des molécules vertes, des molécules biosourcées, mais c'est vrai qu'ici, un incitant supplémentaire qui permettrait vraiment d'encore plus développer ces filières permettrait simplement d'avoir un coût supplémentaire de ces dérivés pétrochimiques. Ensuite, un point abordé par Pierre-Louis concerne aussi la disponibilité des matières premières. Est-ce qu'il n'y a pas des variabilités qui sont également observées au cours d'une année? Comment transporter cette biomasse? Quel est l'impact de ce transport également sur le procédé? Donc, c'est tous des points cruciaux qui doivent vraiment être pris en compte lors du développement de ce genre de filière. Et alors également, ne pas déstabiliser les filières. Mais là, Pierre-Louis l'a déjà suffisamment commenté par la suite. Mais je pense que réellement, on doit se placer comme une étape supplémentaire aux filières existantes et non pas les déstabiliser. Après, c'est toujours une question également de volume.
Alors, je pense que ma dernière slide ici, en termes de conclusion, je dirais simplement que, alors, peut-être que le livre, on pourrait croire qu'on part d'une page blanche, mais non, parce qu'ici, il y a quand même déjà beaucoup de choses qui sont faites, des initiatives, que ce soit des études d'un point de vue universitaire, mais également d'un point de vue au niveau des centres de recherche, mais donc il y a vraiment des cas plutôt appliqués, et que clairement, il y a vraiment toute une base qui est déjà là, et que quelque part, c'est aussi à nous de finalement poursuivre cette histoire et de continuer ces développements en termes de réflexion et de pistes à explorer pour les extractibles forestiers. Je pense qu'ici, voilà, donc d'avoir un peu ce poids donc de le fait que des instituts comme Valbium fassent le relais quelque part entre le monde forestier et quelque part la chimie du bois va permettre d'avoir un petit peu cette fusion de ces deux secteurs qui va nous permettre de continuer ensemble cette histoire. Et je vous remercie pour votre attention et je reste à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup Sébastien pour cette présentation donc ici qui était plus consacrée au volet extraction. On voit aussi qu'il y a une très grande diversité de méthodes et de paramètres à prendre en compte pour que ça fonctionne, en complément de toutes les questions qu'on peut se poser sur les approvisionnements de matières premières et l'intérêt de se focaliser sur certains types de matières premières. Et on revoit encore une fois toute l'importance de combinaison matières premières, procédés d'extraction et extraits, molécules et marchés cibles sur la fin. Nous allons passer maintenant à la séance de questions-réponses. Je vais commencer par reprendre quelques questions qui ont été posées sur l'onglet questions justement du programme ici. Donc, je vous invite, si pendant nos réponses vous avez d'autres questions, à les inscrire dans cet onglet-là. Si nous avons la possibilité, nous allons y répondre en direct. Si pas, de toute façon, nous n'hésiterons pas à revenir vers vous par mail pour répondre à ces questions-là. Donc, je reprends une première question concernant la possibilité de pratiquer une extraction sur des branches d'épicéa laissées sur place, donc pendant la mobilisation de la grume d'épicéa. Mais encore une fois, comme j'ai eu l'occasion d'en aborder, ça se pose surtout la question du coût de mobilisation de cette matière-là. Des choses qui semblent tout à fait faisables à l'échelle laboratoire sont très difficiles à mettre en place d'un point de vue on va dire, économiquement tenable à plus grande échelle. Et on combine ça aussi avec la question de ne vaut-il pas mieux à un moment aussi laisser de la matière sur place pour un retour au sol. Ça rejoint une autre question qui parlait de la possibilité d'utiliser par exemple dans la production de plaquettes forestières, donc de plaquettes combustibles. Donc ces bois-là qui sont broyés, donc ces houppiers ou ces grosses branches qui sont broyées sous forme de plaquettes et qui sont criblées avant d'être vendues aux chaudières biomasse. Et lors du crible, en effet, on peut récupérer une fraction fine qui pourrait, pourquoi pas, se prêter à une possibilité d'extraction. C'est vrai que ça peut être très intéressant aussi à investiguer, tout comme en fait les fines de criblage d'écorce des industries qui font de l'ensachage pour l'écorce de paillage. Donc j'avais déjà eu l'occasion de citer un frein potentiel qui était justement les impuretés qu'on peut retrouver dans cette fraction fine. Donc oui, on a les petites particules, mais on a aussi tout ce qui est terre et autres petits graviers qui se retrouvent dans cette fraction-là. Et comme Sébastien l'a dit aussi, la granulométrie est vraiment quelque chose de bien spécifique, et ce n'est pas forcément parce que c'est une fine granulométrie, on dit d'un point de vue plaquette ou d'un point de vue bois, que ça se prêtera le mieux à l'extraction. C'est des questions très intéressantes. On vise justement à travers les travaux menés ici et la présentation qu'on vous donne ici, à essayer d'ouvrir des portes qui nous semblent pertinentes, mais aussi de commencer à refermer celles qui nous semblent plus compliquées, de répondre à des questions qu'on s'est posées ou qu'on nous a déjà posées, mais aussi justement de proposer de nouvelles pistes de réflexion. Donc, j'en profite également pour faire un appel à tous les participants. La suite de ce type de réflexion-là, c'est, nous l'espérons, pouvoir monter et faire financer un projet d'extraction basé sur les écorces ou sur autres si c'est démontré plus pertinent. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par ce type de projet ou de partenariat, à nous faire un retour. Un de nos objectifs, c'est évidemment de monter et d'accompagner un consortium pour monter un projet et trouver un moyen de le faire financer. Alors, ça rejoint une remarque qu'on avait eue sur toutes les compétences disponibles en Wallonie qui passent de l'échelle labo à l'échelle quasi petite industrielle avec la plateforme Natextra et les étapes intermédiaires avec les centres de recherche comme Célabore. Et c'est vrai qu'on a vraiment de la chance en Wallonie d'avoir toutes ces compétences et tout ce niveau ces différentes étapes de valorisation qui sont déjà présentes. Donc maintenant, souhaitons mettre tout ça en place, tous ces acteurs autour d'un même projet pour vraiment pouvoir démontrer la faisabilité à toute échelle de ce type de projet-là. Peut-être une question. Attendez, je reprends une note. Donc, on posait la question, j'ai beaucoup abordé les écorces dans ma présentation, se posait la question de l'extraction au départ de nœuds. Alors, les nœuds, je veux dire,
techniquement, les procédés d'extraction, c'est tout à fait faisable comme une autre matière première, hein, je pense que Sébastien pourra le confirmer. Le gros frein qu'on a pu identifier, nous, ici, c'est la matière première nœud, telle qu'elle est générée actuellement par l'industrie. Le nœud est toujours englobé dans une part de bois. Et c'est en fait isoler ce nœud fortement concentré en extrait de cette enveloppe de bois plus faiblement concentrée qui est problématique. À savoir que les études en cours ou les projets de recherche qui avaient été menés là-dessus, quand on leur demandait, oui, mais concrètement, comment est-ce que ça se mettait en place, ben le chercheur disait, moi, j'allais au ciseau à bois et je séparais mon nœud du bois. Vous pouvez imaginer qu'à l'échelle plus industrielle ou plus grand volume, c'est plus compliqué, quoique j'ai eu vent d'un industriel actif dans ce type de projet-là qui avait mis en place une méthode mécanique et automatisée qui va vraiment purger le nœud de son enveloppe de bois. Donc, on peut tout à fait imaginer que par la suite, ça risque d'arriver. Une question peut-être pour Sébastien concernant le taux d'humidité de la matière première, pour savoir si ça avait un impact sur la cinétique d'extraction. Juste avant de te laisser la parole, Sébastien, j'ajouterais que dans le dossier que nous avons rédigé aussi, on s'est posé la question aussi de l'humidité et aussi de la conservation de la matière première. Donc, en plus des impacts que ça pourrait avoir sur l'extraction, on se pose aussi la question, et ça devra amener une réponse de quid de cette matière première et de l'impact de ces conditions de stockage-là. On imagine un bois qui a été abattu, qui est resté quelque temps au bord de route, puis qui est amené sur le parc à bois, qui va rester aussi quelque temps. Il va être écorcé, les écorces vont rester quelque temps en conteneur, tout ça risque évidemment de laisser, d'avoir un impact sur ces extraits. Donc déjà, avant même le procédé d'extraction proprement parlé, on risque d'avoir un impact de ce conditionnement. Mais concernant l'impact éventuel du taux d'humidité sur la cinétique d'extraction, Sébastien, est-ce que tu peux apporter une réponse à cette question, s'il te plaît? C'est vrai qu'ici, on a toujours tendance, nous, à vouloir, comme on l'a annoncé ici, bon, Pierre-Louis, à sécher de toute façon ces matières premières, notamment en vue de les conserver de façon idéale et pour pouvoir vraiment faire les essais de façon reproductible au cours du temps. Donc ça, c'est vrai que c'est déjà le premier cap. Donc ici, on a toujours tendance à sécher. Maintenant, c'est vrai que ça a un poids qui peut être limitant parce que c'est quand même un coût quelque part, le fait de devoir sécher ces matières premières et qui serait plus pratique de directement faire l'extraction dessus. Alors, si c'est une extraction, je dis, dans un milieu aqueux, je veux dire, ça a moins d'importance en termes de cinétique d'extraction. Donc, par exemple, si on va extraire des molécules polaires, ça a beaucoup moins de problématiques. Par contre, c'est vrai que si on va plutôt cibler les molécules plutôt de type apolaire, c'est vrai que d'avoir une humidité, toujours une humidité importante au sein de ces matières, va pouvoir avoir un problème, va pouvoir affecter les cinétiques, mais je pense également affecter quelque part les conditions d'extraction pour avoir vraiment un extrait qui, par exemple, serait enrichi en molécules qui seraient plutôt apolaires. Donc, oui, ça va impacter effectivement les conditions d'extraction, mais je pense que le premier point surtout, ça doit être quelque chose qui doit être vraiment pris en compte dès le départ en vue du stockage et de la manipulation sur du long terme des matières premières. Merci Sébastien pour ces précisions. Pour rester dans le timing, je vous propose de relever encore une fois une question. De toute façon, tout ce qui a été écrit dans l'onglet questions, on y apportera une réponse par mail. Ce mail pourra très bien être transmis à tous les participants avec les questions, comme ça vous aurez nos réponses écrites à ces différentes questions. Il y avait une question concernant la présence ou l'identification déjà d'une molécule cible dans les gisements qui ont été présentés. Et ça, j'ai envie de dire, c'est pas l'intérêt de l'approche qu'on a ici, c'est avant même de cibler une molécule en particulier dont on peut, d'après la littérature et d'après l'expérience de certains acteurs comme Célabor, justement, qui ont déjà une expertise et une expérience là-dedans et qui savent quel type de molécule ou surtout quel type de propriétés ils sont peut-être plus susceptibles de retrouver dans telle ou telle matière première avec telle ou telle méthode d'extraction. Nous, on a souhaité aussi se poser la question, aborder le problème dans le sens, et d'abord se poser la question de si on trouve une molécule d'intérêt, ça c'est le rôle de la recherche et des projets de recherche, est-ce qu'on peut s'assurer d'avoir un gisement de matière première qui sera suffisant, ou en tout cas suffisant en fonction des volumes qui seront concernés, pour développer une filière là-dedans. Donc cette question, cette approche de disponibilité du gisement nous paraissait particulièrement complémentaire. Et ensuite, en effet, en fonction des marchés ciblés, hein, Sébastien en a présenté j'ai parlé du cosmétique, du nutraceutique, mais il y en a d'autres. Il y a de l'alimentaire ou plus de chimie de masse qui sont tout à fait disponibles. En fonction de ça, alors là, on adaptera un conditionnement, une préparation particulière ou un pré-traitement de la matière première à un procédé d'extraction et adapté, et puis toutes ces étapes de purification ou concentration pour obtenir cette molécule cible. Donc, il n'y en a pas une en particulier qui était identifiée.
Vous avez eu des exemples de quelques molécules qu'on peut retrouver dans quelques projets tels que présentés par Sébastien. Pour vous donner un titre d'exemple, en fait, c'est très très large la famille des extractibles. Si on applique à l'échelle laboratoire toute une série d'extractions consécutives pour aller sortir un maximum de l'extrait dans les écorces, une étude que j'avais vue dans la littérature, rien que sur les écorces d'épicéa, identifiait plus de 200 molécules dans ces extraits-là. Donc évidemment, c'est très 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 large, et tout l'intérêt sera justement de trouver de la combinaison de la méthode d'extraction et la méthode de post-traitement de l'extrait destinée aux produits et aux propriétés qui intéressent du coup le marché qui sera ciblé. Voilà. Pour rester dans le timing de notre présentation, avant de passer au mot de la fin, je vous propose de passer très rapidement dans l'onglet sondage, donc à droite de votre écran, et de répondre rapidement au sondage. Je vous propose de vous laisser 1 minute pour répondre à ça, et ensuite je céderai la parole pour le mot de clôture à Emmanuel Defailly, directeur de l'Office économique Wallon-du-Bois. Voilà. Mais si vous n'avez pas encore eu l'occasion, je vous invite vraiment à prendre quelques secondes pour compléter rapidement ce sondage-là. J'invite maintenant, en mot de la fin, comme présenté, M. Emmanuel Defailly, le directeur de l'Office économique Wallon-du-Bois, qui a participé dans l'organisme, donc l'Office économique Wallon-du-Bois, nous a accompagnés dans ce travail et nous a permis de récolter toute une série d'informations et de chiffres sur la filière et sur son évolution. Monsieur Defailly, la parole est à vous. Merci, Monsieur Monbec. Voilà, je crois opportun de débuter cette brève conclusion en adressant quelques mots de remerciement à Pierre-Louis pour cette évaluation qui me paraît précieuse à plus d'un titre. Elle me paraît précieuse d'abord d'un point de vue pratique, d'un point de vue opérationnel, parce que dans le long cheminement vers l'extraction de molécules d'intérêt à partir de produits connexes du bois, je crois vraiment que la première étape, c'était précisément celle que vient de franchir Pierre-Louis, c'est-à-dire l'évaluation du gisement en termes de quantité, en termes dans ces quantités de parties mobilisables et en termes de potentiel technique de valorisation ultérieure. Donc là, je pense qu'on a pris les choses par le bon bout. Il y a une amorce concrète, crédible, encourageante d'un processus qui est également encourageant et prometteur. Donc, c'est une chose. Une autre chose qui justifie ces remerciements à Pierre-Louis comme à M. Cajos, c'est qu'ils ouvrent des portes sur un domaine qui, jusqu'à présent, et pour des raisons que j'ai beaucoup de difficultés à comprendre, est resté très inexploré, assez vierge finalement. C'est le domaine de la chimie du bois ou la chimie pour le bois. C'est un distinguo qu'a introduit Pierre-Louis qui ne manque pas d'intérêt. Alors, maintenant, évidemment, on pourrait se dire que, quoi que j'en dise, cette démarche, elle restera relativement peu intéressante si elle n'est pas susceptible d'intéresser les transformateurs. Et c'est-à-dire qu'il faut évidemment valider, il faut consolider cette première étape par une étude de faisabilité économique. Alors, l'étude de faisabilité économique, est-ce que ce sera un argument définitif pour intéresser les transformateurs, pour les engager dans la voie de l'extraction? Ce n'est pas évident. La question peut paraître un peu stupide, parce qu'on se dit, si c'est la pierre philosophale, si vraiment l'extraction va transformer les écorces en or, évidemment que les transformateurs vont s'engager dans ce processus. Mais bon, la pierre philosophale, il y a quand même longtemps qu'on la cherche. Je ne suis pas sûr qu'on va la trouver immédiatement. Et même si on arrive à persuader les transformateurs de l'intérêt économique de l'opération, ce n'est pas encore tout à fait gagné. L'expérience nous l'a montré. Il y a 25 ans de cela, les scieries étaient dans un état économique assez critique, assez difficile.
et on avait dit, écoutez, vous avez tout intérêt à poursuivre plus loin la transformation de vos produits, de vous approcher du produit fini, sachant que chaque étape de la transformation vers le produit fini augmente la plus-value apportée au produit. Et donc ça, c'était quelque chose d'avéré. On savait que s'ils poussaient un peu plus loin vers l'aval la transformation, ils gagneraient plus d'argent. Mais ils ont été hésitants, ils ont dit oui, mais ce n'est pas vraiment notre métier. La filière bois, c'est une filière qui est très cloisonnée. Les cloisons sont assez opaques, assez figées. C'est difficile de faire bouger les lignes. Il y a 25 ans de cela, même quand on parlait de séchage, les scieurs disaient c'est pas vraiment notre métier. À l'heure actuelle, heureusement, les choses ont changé. Il est difficile d'imaginer que des scieurs puissent avoir une activité sans cellules de séchage, mais on voit que ces processus sont longs. C'est pour ça que je parlais d'un long cheminement. Je ne veux pas tiédir les enthousiasmes, mais les délais sont relativement importants. Je me souviens du professeur Englebert, un professeur un ingénieur architecte, professeur d'architecture à l'Université de Liège, qui disait qu'entre une idée et la transformation de cette idée en une pratique courante, en quelque chose qui est entré dans les mœurs, il faut une trentaine d'années. Ça m'avait paru saugrenu à l'époque, parce que j'avais à ce moment-là une trentaine d'années. Je me dis, mais enfin, c'est pas possible. Et maintenant, je ne suis pas loin de partager cette façon de voir. Maintenant, bon, ça c'est vrai pour la mentalité, je dirais, de l'industriel du bois. Mais en ce qui concerne les connexes, c'est un peu particulier quand même. Pourquoi ça? Parce que les connexes, ils font déjà partie du métier du transformateur. Le connexe fait partie intégrante du quotidien du transformateur. Il est là et il a une importance considérable, une importance dont le transformateur est parfaitement conscient. Lorsqu'il y a un fonctionnement plus ou moins normal de l'économie, si tant est qu'il y ait des fonctionnements normaux dans l'économie, eh bien, on considérait que les connexes, la vente des connexes, correspondait à la marge bénéficiaire du premier transformateur. Donc dans le chiffre d'affaires, la part que constituait la vente des connexes, eh bien, correspondait à la marge bénéficiaire. Donc, évidemment, on ne peut pas négliger le commerce et ça renforce ce qui a été dit par les deux orateurs, c'est-à-dire qu'on n'a vraiment pas intérêt à court-circuiter les procédés actuels de valorisation des connexes, parce que ça peut entraîner une déstabilisation des entreprises, puisque ces connexes ont une réelle importance économique. Par ailleurs, quand pour le moment on a un fonctionnement économique qui est assez sinusoïdal, on alterne des périodes de crise profonde avec des périodes de prospérité brèves, certes, mais qui sont un peu euphoriques, hein, eh bien, on voit que les connexes peuvent être déterminants. Lorsque l'économie a été bloquée en mars-avril par le confinement, il est devenu très difficile d'évacuer les connexes vers les industries qui les valorisent ordinairement, c'est-à-dire le papier ou plus particulièrement le panneau. Eh bien, ces connexes se sont accumulés dans les entreprises de première transformation du bois et les ont engorgés, les ont véritablement bloqués. Donc, il y a vraiment un souci de bien évacuer le connexe chez les industriels du bois. Ça, c'est une certitude. Par ailleurs, je vous disais que le connexe représentait la marge bénéficiaire. Lorsque nous avons eu entre 2007 et 2014 une brutale augmentation de la valeur de la sciure, non seulement elle était brutale, mais elle était extrêmement importante. Pourquoi? Parce que les pellets, les granulés étaient très demandés, c'était devenu une activité très, très juteuse. Donc, ils achetaient la sciure à des prix très, très élevés. À ce moment-là, les connexes sont devenus beaucoup plus importants et ont constitué jusqu'à 15, voire 20% du chiffre d'affaires des premiers transformateurs. Et à ce moment-là, les industriels du bois ont fait preuve d'une certaine agilité. C'est-à-dire que, vous savez que les grosses scieries, elles utilisent ce qu'on appelle des canters. Donc, ce sont des machines qui font 2 plats dans une grume. Et ils font ces plats dans une grume avec ces éléments tronconiques que vous voyez en jaune sur l'image. Et ces éléments tronconiques, ils comportent un certain nombre de couteaux qui produisent des plaquettes. Quand le prix de la sciure a augmenté, on a consenti des investissements considérables
pour transformer ces éléments tronconiques et remplacer les couteaux par toute une série de petites dents qui faisaient qu'on ne produisait plus de plaquettes ou très peu de plaquettes, mais beaucoup plus de sciures. Donc ça prouve que lorsqu'il s'agit de bénéficier d'une conjoncture favorable, l'industriel peut être relativement rapide sur la balle et peut consentir des investissements assez importants, même pour un marché qu'on sait très volatile. On savait que cette période favorable est une période qui risquait de ne pas durer. Effectivement, elle n'a pas duré. Mais ça prouve quand même que dès qu'il s'agit de connexes, dès qu'il s'agit de tirer un parti un peu plus important de ces connexes, eh bien, quand même, malgré tout, même s'il y a un cloisonnement et si les transformateurs du bois sont traditionnalistes, dès qu'il s'agit de connexes, ils sont quand même plus attentifs. Et donc, ça constitue un élément encourageant pour une suite éventuelle de la démarche. Le deuxième et dernier élément que je voulais aborder et qui est, à mon avis, très, très important, c'est que ce que Pierre-Louis a initié, a amorcé, et Valbium, d'une façon générale, et le Célabore également, est vraiment intéressant parce que on utilise le bois depuis des centaines, depuis des milliers d'années, et on a l'impression que puisqu'on a des milliers d'années d'expérience, on sait tout du bois. Le bois est définitivement connu, et il y a l'expérience a produit suffisamment de preuves pour qu'il ne soit pas utile d'aller beaucoup plus loin. D'une certaine façon, notre expérience du bois, nos convictions, nos certitudes à ce propos-là, elles sont aveuglantes. Elles nous empêchent un peu d'aller plus loin. Or, maintenant, on voit que le bois sort de plus en plus du domaine empirique, du domaine de l'expérience, et est abordé sur un ton de plus en plus analytique. Les scientifiques s'y intéressent d'un point de vue un peu différent. Par exemple, on s'intéresse beaucoup plus maintenant aux propriétés thermoplastiques du bois, on cherche à densifier le bois, à greffer des polymères, etc. Enfin, on envisage le bois un peu autrement, et on peut considérer que d'un point de vue technologique, le bois est un nouveau matériau. Et la démarche qui a été amorcée ici, eh bien, elle ouvre la porte sur un domaine qui est extrêmement porteur et qui fait apparaître le bois pour autre chose que ce que Pierre-Louis a évoqué, c'est-à-dire ses propriétés physiques, mécaniques, esthétiques, éventuellement organoleptiques pour le vin, etc. Donc, véritablement, on est en train de s'engager dans des domaines qui nous permettraient de tirer du bois et de ses diverses caractéristiques un parti beaucoup plus intéressant. Et pour terminer, je formulerai simplement le vœu que ce qui nous a été présenté aujourd'hui, eh bien, finalement, puisse avoir un effet catalytique sur une valorisation beaucoup plus complète et qui exploiterait de manière nettement meilleure le potentiel très vaste que le potentiel très vaste en termes économiques, bien sûr, en termes de services à la société, donc potentiel très vaste que le bois offre. Et je pense que nous sommes maintenant partis sur une voie porteuse, encourageante. Et je souligne que l'Office économique wallon du bois est évidemment tout à fait prêt à s'associer à toute initiative ultérieure destinée à poursuivre dans cette voie. Voilà, j'en ai fini. Merci Emmanuel pour ces quelques mots et cette expérience très concrète du secteur et de ces réalités à prendre en compte. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci également à Sébastien pour son intervention. Comme vous l'aurez compris, différents acteurs ici en Wallonie, Valbium, Célabore, l'Office économique wallon du bois et d'autres sont vraiment à la recherche, motivés et à la recherche d'autres partenaires pour monter des projets, et nous sommes disponibles et disposés à fournir toute forme d'accompagnement justement au montage de ce type de projet-là. Donc surtout, n'hésitez pas à revenir vers nous si ces thématiques vous intéressent. N'hésitez pas également à participer aux prochaines séances d'information sur le sujet. Nous sommes là pour ça, et il y a vraiment, je le pense, et ça se confirme avec ce qu'on voit se développer, surtout ailleurs, à l'extérieur de la Wallonie, mais il y a vraiment un réel potentiel de valorisation à travers une filière de l'extraction, pour toutes les raisons évoquées, mais on doit prendre ce train en marche, et ça serait vraiment dommage de rater le coche. Encore une fois, merci pour votre participation.
Si la thématique de production de biomasse ici, donc on s'est principalement focalisé sur des connexes qui étaient déjà produits, mais on peut aussi s'intéresser à la production de biomasse au sens plus large, destinée à l'énergie, aux matériaux, ou pourquoi pas à la chimie du végétal. Si ces thématiques de production de biomasse vous intéressent, je vous invite cordialement à vous inscrire à nos prochaines rencontres de la biomasse sous forme de webinaires qui auront lieu ce 20 octobre et qui seront dédiées à cette thématique de production de la biomasse. Encore une fois, merci à tous pour votre participation. Les questions auxquelles nous n'avons pas eu l'occasion de répondre ici en direct vous seront répondues à l'ensemble des participants, seront repris sous forme de mail. Et n'hésitez pas à rester informés via nos différents canaux. Je vous remercie et vous souhaite une excellente fin de journée à tous.